Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Marianne Boire. Je travaille chez M361 où je suis rédactrice en chef pour 100 degrés. Je suis en compagnie d'Élisa Véraud, qui est coordonnatrice innovation et développement au Lab École. Bonjour Élisa. Bonjour Marianne. Élisa, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter un balado que vous avez préparé au Lab École. Peux-tu nous mettre en contexte et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce balado? Oui, donc comme vous le savez peut-être, en septembre 2024, on annonçait au Lab École que nous allions terminer notre mandat qui nous avait été octroyé là, par le ministère de l'Éducation pour repenser les écoles de demain. Et on termine au 30 juin 2025 et on essayait de trouver une façon de vous donner accès aux réflexions, en fait, qui ont mené à nos publications qui seront disponibles sur votre site web. Donc, j'en profite pour vous remercier de ça, de collaborer avec nous pour cette grande passation. Donc, c'est dans ce contexte-là, on s'est dit ça serait bien de donner accès aux gens qui s'intéressent aux écoles de demain, aux écoles actuelles, aux écoles telles qu'on aimerait les concevoir et leur donner accès aux réflexions, donc aux gens qui ont participé parce qu'on a consulté plusieurs personnes, des centaines de collaborateurs, d'organismes, d'enfants, d'experts de milieux variés. Et il manquait cette petite fibre-là en léguant seulement nos publications. Oui, alors, donc, comme l'expliquait Élisa, effectivement, les publications du Lab École, et on en est très heureux, on vous en remercie, vont être disponibles sur le site de 100 degrés. Vous allez voir, et elles seront complémentaires au chapitre de balado que Élisa vient nous présenter aujourd'hui. Élisa, peux-tu nous parler un peu des thématiques qui vont être couvertes dans le balado? Oui, certainement. Donc, dans le balado, le premier chapitre porte, vous nous connaissez peut-être, sur le à hauteur d'enfant. Donc, cette posture que l'on souhaite voir adopter tout au long de la réflexion sur les écoles de demain, sur l'école contemporaine. Ça semble évident. C'est revenu à plusieurs reprises dans les discussions à travers les balados, mais c'est quelque chose qui est encore fragile. C'est-à-dire que nous, à hauteur d'adultes, on va prendre des décisions. Bien sûr, on va écouter les enfants, on va les consulter, mais leur prise de position, leur voix est peu portée dans les décisions au final qu'on va prendre. Donc ça, c'est vraiment le premier chapitre qu'on va voir avec vous, qui a teinté nos publications avec l'ajout, entre autres, de beaucoup d'illustrations à travers nos pages, à travers aussi des histoires qu'on raconte dans nos publications. Ensuite de ça, on va diriger l'auditoire vers la vue du ciel. Dans le fond, on veut se projeter parce que l'école s'ancre dans une communauté et on trouve que le volet vue du ciel, donc cet ancrage dans cette communauté-là, communauté, famille, école, s'illustre bien. On va se diriger par la suite où les enfants vont déposer leurs premiers pas. Donc, la cour d'école qui a été un moment fort de notre recherche-création. Et bien sûr, l'intérieur de nos écoles, donc des mètres carrés supplémentaires. Mais pour faire quoi? On va vous accompagner dans ça. Et au final, bien sûr, comment on les habite, ces espaces-là? Comment on prend le temps de prendre le temps de les vivre et de les utiliser dans leur plein potentiel? Alors, peux-tu nous dire qui va animer ce balado? Oui, donc l'animation de ce balado va être faite par Cédric Véraud. Cédric fait partie de la relève en communication ici dans la Ville de Québec. Là, il travaille ailleurs aussi au Québec, bien sûr. Mais c'est important pour nous pour envoyer ce message-là que oui, le mandat du Lab École est terminé, mais il faut que ça se poursuive à travers tout plein d'expertise, les communications, mais aussi des organismes comme vous qui êtes porteurs d'innovation dans le milieu de l'éducation, entre autres au niveau des saines habitudes de vie aussi. Il faut que ce soit porté et Cédric incarnait très bien ce volet relève-là et ça nous permet aussi de démontrer clairement cette ambition de passation du témoin aux générations futures, mais aussi aux organismes qui vont continuer à travailler, à œuvrer auprès du milieu scolaire. Alors, moi, je dois dire que ça fait quelques années là, que je vois ce qui se passe au Lab École, qu'on suit vos publications et toutes vos activités. Et je suis vraiment très heureuse qu'on rende ça disponible au public de 100 degrés. Alors, merci, Élisa. Merci pour cette présentation. Et pour ceux qui êtes avec nous aujourd'hui, bon visionnement. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant tout ce que le Lab École vous présente dans ces chapitres de balado. Merci et bon visionnement. Comme moi,
Plusieurs d'entre vous connaissez probablement l'Abécole comme le projet lancé par l'architecte Pierre Thibault, le chef entrepreneur Ricardo Larrivé et l'athlète Pierre Lavoie pour construire les meilleures écoles au Québec. Notre constat, on a déjà les meilleures écoles au monde. Simplement, on les retrouve en petits bouts, répartis un peu partout à travers notre grand territoire. Si vous n'êtes pas familier avec tout ça, ben c'est parfait, parce que c'est exactement cette recette qu'on vous propose d'explorer dans ce balado. L'École dans ma cour vous propose d'aller à la rencontre d'invités qui, dans leur travail de tous les jours, incarnent l'approche de l'Abécole. Des espaces scolaires conçus comme de véritables milieux de vie, qui soutiennent non seulement la santé, mais aussi le bien-être et la réussite éducative des élèves. Donc sans plus attendre, je m'appelle Cédric Véraud. Bienvenue à l'École dans ma cour. L'école à hauteur d'enfant, chapitre 1. Si on veut penser nos écoles comme de véritables milieux de vie, on doit garder en tête une question qui peut paraître simple, mais qui est quand même fondamentale. À qui est destinée l'école qu'on travaille à améliorer? C'est une question qui anime le Labécole au quotidien. Puis là, vous allez me dire, la réponse est évidente. On pense l'école pour les enfants. Mais reste que nos écoles sont conçues puis opèrent dans un monde pensé et structuré par des adultes, que ce soit les enseignants, mais on peut aussi aller beaucoup plus tôt dans le processus et penser aux architectes, aux constructeurs de nos écoles, aux fonctionnaires du ministère de l'Éducation, aux membres du personnel scolaire, même aux parents. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est à savoir comment est-ce qu'on peut concilier nos priorités et nos billets d'adultes quand on réfléchit aux manières dont on pourrait faire les choses différemment à l'intérieur de nos écoles pour mieux prendre en compte la réalité, toutes les réalités des élèves. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut penser l'école à hauteur d'enfant? Voir l'école à hauteur d'enfant, c'est une posture que le Labécole s'est efforcé d'adopter dans chacun de ses projets et chacune de ses publications. On risque d'ailleurs de se référer à plusieurs d'entre elles dans les prochains épisodes, alors on vous encourage à les consulter. Ce sont des questions qui vous interpellent au lab-école.com. Donc, comment porter les lunettes à hauteur d'enfant au quotidien? C'est ce qu'on va explorer avec nos premières invitées de l'École dans ma cour, Jeannie-Claude Saint-Yves et Nancy Morin, qui sont toutes deux psychoéducatrices, mais surtout des collègues et des amis, même je dirais dans la vie. Bonjour à vous deux. Bonjour Cédric. Merci d'être là avec nous. Donc, Jeannie-Claude, Nancy, vous collaborez avec le Lab depuis ses tout débuts, vous? Absolument. Moi, dans mon cas, depuis le début, et Nancy est venue nous rejoindre assez rapidement à cause de son expertise. C'est en fait pour ça que c'était naturel pour nous de vouloir lancer ce balado avec vous pour revenir à la base. Donc, je l'ai dit, voir l'école à hauteur d'enfant, cette posture différente, cette manière de faire différente que le Lab tente d'appliquer dans tous ses projets. On le dit encore aujourd'hui, après 8 ans d'activité du Labécole, ça peut encore paraître intangible pour certaines personnes. Concrètement, là, qu'est-ce que ça implique de si différent de voir l'école à hauteur d'enfant, Jeannie-Claude? En fait, c'est d'avoir l'audace comme adulte de repenser les environnements pour qu'ils deviennent des environnements favorables au développement du plein potentiel de tous les enfants. Donc, de réfléchir une école qui va accueillir tous les tempéraments et être très inclusive par rapport au fait de reconnaître les besoins des enfants à travers les propositions qui sont faites. Puis des exemples concrets de ça, parce que là, on va nous dire, certes, il faut aller, entendre les enfants sur ce qu'ils ont à dire, sur ce qu'ils veulent pour leur école, mais qu'est-ce que ça l'a amené de différent dans la manière dont qu'on conçoit, qu'on utilise les espaces scolaires? Bien, dans les faits, à hauteur d'enfant, ça signifie d'accepter une part de chaos, parce que le mouvement va être ultra important quand on réfléchit l'environnement scolaire à hauteur d'enfant. Les enfants ont un naturel pour jouer, manipuler, s'approprier les apprentissages. Ils vont construire, ils vont détruire, ils vont reconstruire. C'est comme ça que le raisonnement apparaît. Donc, à hauteur d'enfant, logiquement, ça implique une part de chaos parce que c'est dans l'action que mène la réflexion. Donc, dans les exemples concrets, ça serait d'attraper aussi les élans naturels des enfants parce que ça va être un moteur puissant pour réfléchir les besoins des enfants. Non pas de les consulter uniquement à l'oral ou de partir un comité consultatif, mais l'idée, c'est de voir comment ils vont utiliser, comment ils vont engendrer ce mouvement-là dans l'école pour être capable de, nous, comme adultes, s'adapter. Mais ça vient avec une part de chaos, ça c'est sûr et certain. Il faut être capable de tolérer ce chaos. Un sain chaos, puis je trouve ça intéressant la manière que tu l'apportes, Nancy, parce qu'évidemment,
l'enfance n'est pas faite pour mener une vie toute structurée. Après ça, il y a une part de routine à l'école. Absolument. Tu as mentionné attraper des élans naturels. Bon, on pourrait se questionner, bon, c'est bien beau vouloir entendre les enfants, mais concrètement, là, dans le quotidien de l'école, avec tout ce qu'il y a à faire, comment est-ce qu'on peut mieux saisir ces besoins-là, les besoins réels, puis surtout les distinguer de ce que les adultes peuvent penser être les besoins des enfants, pas tomber dans une espèce de logique prescriptive par rapport à ce dont ils ont besoin ou ce dont on pense qu'ils ont besoin. Donc, comment est-ce qu'on saisit ces élans naturels-là? Bien, dans les faits, on peut y aller de manière individuelle parce qu'il y a des enfants qui vont avoir des besoins particuliers en fonction de leur tempérament, en fonction d'un diagnostic. Donc, comment les enfants utilisent leur environnement si, par exemple, un enfant a des défis pour rester assis à son bureau, ben, on va autoriser cette forme de mouvement-là dans ce qui est possible pour la personne, pour l'enseignant, l'enseignante qui est devant la classe, assurément. C'est sûr qu'il faut que ce soit, somme toute, balisé. Donc, on peut attraper des élans naturels en fonction des besoins individuels, mais l'environnement, hein, l'espace, ça devient une opportunité pour les enfants. Donc, il faut aussi observer puis attraper les élans naturels de groupe sur une cour, dans un gym. Alors, nous, on a développé un langage là, qu'on aime bien propager, qui est observer les jeux cachés des enfants. Donc, les jeux cachés, c'est tout ce que les enfants font pendant que les adultes ne les regardent pas. Et probablement, Cédric, que tu as déjà fait ça, des jeux cachés dans ton école. Et au lieu de les interdire et de remettre des règles, l'idée étant de les promouvoir puis de dire aux enfants, ben si c'est amusant, on va encadrer la pratique. Donc, c'est toujours les adultes qui vont encadrer la pratique, mais donner des autorisations aux enfants. Comme par exemple, un exemple très concret, la première neige qui arrive, bien, au lieu de dire aux enfants, on ne lance pas la neige, mais on va organiser ensemble. Quand la première neige va arriver, là, peut-être qu'on va avoir le goût de la lancer. Comment on peut la lancer pour en faire un apprentissage et non pas une interdiction? Donc, on va fabriquer des cibles avec du carton recyclé qu'on va aller installer sur la clôture. On va peut-être faire du travail d'équipe coopératif. On va avoir une préoccupation pour le recyclage, de réutiliser les objets. Donc, ça va devenir un projet de petits groupes, de grands groupes, de groupes écoles, peu importe. Et l'idée étant de dire aux enfants, ben si c'est amusant et si ça nous rapproche de développer des habiletés sociales ou d'apprentissage, donc ça a une valeur et c'est ça qu'on va aller utiliser. Donc, l'élan naturel, c'est comment on laisse l'enfant nous instruire du talent qu'il a pour le bonheur. Et nous, ben, on va proposer des environnements qui sont cadrés, contrôlés quand même, mais où l'enfant a une belle liberté de nous rapprocher, nous aussi, comme adultes, hein, de ce bonheur qu'on a peut-être oublié en chemin. Là. Puis là, je vous entends, puis en fait, j'imagine déjà des gens nous dire « c'est bien beau tout ça ». Mais Nancy y a un peu touché en mentionnant la charge qui incombe déjà au personnel enseignant, entre autres, puis à tout le personnel qui soutient en classe ou à l'extérieur de la classe, des besoins particuliers qui, on sait, sont de plus en plus prononcés. Comment est-ce qu'on peut doser cette volonté de s'adapter à cette saine dose de chaos-là dans l'école, puis de laisser aller les élans naturels des enfants, tout en finalement composant avec non seulement les structures administratives, les règles, les normes qui sont nécessaires pour qu'une école fonctionne, avoir juste assez de souplesse finalement pour pouvoir appliquer cette recette-là que vous proposez, mais sans non plus tomber dans le piège d'une vision peut-être trop idéalisée de l'enfance, de qu'est-ce que l'enfant peut dicter, ce qui devrait ou ne devrait pas avoir lieu à l'école, comment les choses devraient fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous répondriez à ces doutes-là que certaines personnes pourraient avoir parce qu'on ne veut pas non plus décharger toute cette désorganisation-là finalement sur le personnel. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, faire les choses autrement. Nous, on répète souvent aux gens qu'on accompagne dans les écoles que c'est un chemin de pratique. OK? Donc, il faut, puis souvent, pour les rassurer, on va leur dire, on va partir du connu vers l'inconnu pour essayer d'accepter, de composer, de négocier avec ce chaos-là qui se présente. Puis il faut qu'on le fasse consciemment aussi parce que dans l'observation, dans la capacité d'écoute, les gens font très bien. Puis nous, on part tout le temps, j'oserais dire tout le temps du principe que les adultes font mieux au moment où ils le font avec les données qu'ils ont.
Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller à petits pas, à petites bouchées pour se dire, OK, ben ce moment-ci, on le prend justement pour attraper les élans naturels parce que quelqu'un qui décide d'utiliser cette stratégie-là, puis qui se dit, ben je ne balise pas, c'est sûr que le chaos va être déstabilisant à la fin d'une journée. On ne change pas le modèle du jour au lendemain. Absolument pas. Donc, il faut se donner des petits moments, des petits espaces pour être capable de cibler ce dont les enfants ont besoin. Et souvent, avec les années de pratique, on se dit aussi qu'il faut éviter nos yeux d'adultes de temps en temps. Tu sais, il faut vraiment, à hauteur d'enfant, ça fait aussi partie des stratégies. Il faut réfléchir les besoins des enfants en fonction de mettre nos lunettes d'enfant. J'oserais rajouter que c'est souvent dans des rencontres de cerveau, là, c'est-à-dire que le Lab École nous a permis d'avoir des stratégies novatrices à mettre en place. Donc, on a fait des rencontres de cerveau avec les équipes écoles. Nous, on s'occupait, par exemple, des gens du préscolaire, de se faire rencontrer ensemble, en virtuel, et de se mettre au défi. Bon, il se passe ça dans mon école, je ne sais pas comment le contourner. Eh bien, c'est à force de ces rencontres-là où est-ce que tout le monde a une partie d'un début d'une solution, que là, les personnes se font une solution à la couleur des besoins dans leur école. Et c'est ça qui emmène les changements de pratique, c'est ce qu'on appelle les projets pilotes. Essaye-le pendant 2 semaines, puis essaye de voir au-delà des appréhensions du départ, y a-tu des avantages? Et là, les gens essaient, puis ils font « Hey, mais mon Dieu, j'ai invité les familles et elles ont répondu présent. C'était beau de voir les enfants en action. Ils étaient fiers que leurs parents mettent le pied à l'école de cette belle façon-là. » Donc, les rencontres de cerveau qu'on appelle les COP ou les communautés de partage de pratiques, ça l'a permis ça. Et c'était ça toute l'innovation du Lab École, c'était que d'emblée, on ne fermait pas la porte à des stratégies, on les essaie. Puis on a le courage de les évaluer. Donc, c'est pas des stratégies qui figent dans le temps. Ce sont vraiment des stratégies qu'on remet en question. Et il y a beaucoup de pratiques réflexives. Si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Si on le change autrement, est-ce que ça donne de meilleurs résultats? Donc, je pense que c'est vraiment le mouvement, mais le mouvement aussi dans la réflexion qui va donner le changement, les changements qu'on a vus de pratique au Lab École. Ce sont des humains qui travaillent avec des humains. Alors, si on leur demande de prendre soin autrement, il faut prendre soin autrement des adultes qui accompagnent les enfants. Puis d'ailleurs, cette volonté, entre autres, d'amener les familles dans l'école, on va l'aborder dans un prochain segment sur l'ouverture de l'école, sur son quartier, sa communauté. Là, j'ai une grande question pour vous, pour conclure. Je ne vais pas vous donner le vertige, mais vous nous avez mentionné, lorsqu'on préparait ce balado, que votre collaboration avec le Lab École vous a permis de transférer des concepts d'architecture dans votre quotidien d'intervention. Donc, ma grande question de la fin pour vous, c'est que ce soit en termes d'outils de psychoéducation qu'on devrait appliquer dans des projets d'innovation scolaire, là, futurs ou actuels, ou même directement sur l'aménagement, là, de par votre expérience, quel changement souhaiteriez-vous voir dans la façon dont on conçoit et utilise les espaces scolaires à l'avenir? C'est une belle grande question. Belle grande question. Ben, de se garder en mouvement par rapport au changement, d'avoir de l'audace, de donner des autorisations, d'accepter que les enfants peuvent nous instruire sur leurs besoins si on prend le temps de les observer, si on prend le temps de travailler à hauteur d'enfant avec eux, donc dans des sessions où on va passer par le jeu, par exemple, où on va faire une assemblée de cuisine avec des enfants pour dire, bon, là, nous, on a ce problème, par exemple, au terrain de soccer, ça génère beaucoup de conflits. Comment on pourrait arriver à cette solution? Et pendant qu'on fait ça, on est en train de façonner des petits humains dans une communauté restreinte qui s'appelle l'école, mais on va aussi leur donner le talent pour le futur. Donc, quand ils arriveront dans une communauté plus grande, ben ils seront sûrs de leurs paroles, ils pourront avoir des débats sans se sentir déstabilisés. Comment faire société, finalement. Oui, parce que c'est ça le but. Hein? L'école, c'est la première place de socialisation des enfants et des familles dans le cadre scolaire. Donc, c'est super important pour nous que chaque humain soit considéré, puisque c'est ton milieu de vie.
tu as sûrement une opinion, eh bien, on va en prendre compte, mais on va prendre compte de l'opinion de tout le monde. Donc, on a vraiment des habiletés à travailler, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Et le Lab École a permis de créer un terrain de jeu quand même révolutionnaire et nouveau dans le sens des autorisations qui étaient données aux enfants puis aux adultes qui habitaient ces endroits. On a effleuré beaucoup de concepts ensemble aujourd'hui en peu de temps. Donc, j'ai envie de vous poser la question. S'il y avait une chose que vous aimeriez qu'on se rappelle de votre contribution à la démarche du Lab École ou une idée à se rappeler, qu'elle soit issue de votre pratique en psychoéducation ou pas, quelle serait-elle, Nancy? Eh bien, nous avons un mantra que nous répétons souvent, que ce soit en mode clinique ou en mode accompagnement plus large, peu importe. Alors, notre mantra est le suivant. Il faut nourrir le corps des enfants, gagner leur cœur en proposant des éléments pour lesquels ils ont de l'intérêt ou des interventions ou des accompagnements pour lesquels ils ont de l'intérêt pour que ça s'imprègne dans le cerveau. Donc, je le fais de façon accélérée, nourrir le corps, gagner le cœur pour ouvrir l'esprit. Alors, c'est vraiment cette notion de mouvement-là qui va générer des apprentissages chez les enfants. Ça, c'est le chemin pour les enfants. Puis ce qu'on veut laisser aussi aux adultes, c'est la certitude que l'apprentissage, ça se passe en bougeant, en expérimentant. Donc, c'est vrai que ça va faire peut-être un petit peu plus de bruit, mais c'est un bruit d'apprentissage, donc il est riche et fabuleux. C'est de la vie dans l'école. Exactement. Je me tourne vers toi, Nancy, pour le mot de la fin. La même question, mais aussi, qu'est-ce qui te motive à poursuivre sur le chemin vers des écoles contemporaines? Bien, moi, j'attrape le mot autorisation que Janie a utilisé parce que ça aussi, c'est un concept clé dans nos accompagnements. Il faut autoriser les enfants et il faut que les adultes s'autorisent aussi parce que il peut y avoir des freins. Donc, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est vraiment davantage la prise de risque. Les adultes ont tout à gagner de prendre davantage de risques dans l'utilisation des espaces. Quand c'est nouveau, c'est déstabilisant, mais les gens ont peut-être plus tendance à peut-être essayer des choses. Mais quand on est dans un cadre connu, ben on a tendance des fois à répéter des éléments qu'on fait depuis toujours, qui sont, ma foi, tu sais, il y a des stratégies qui sont gagnantes assurément, mais de générer ça, cette prise de risque-là, moi, je trouve que dans l'utilisation de l'espace, c'est ça qui m'inspire le plus. Donc, on va, par exemple, cesser d'exposer des œuvres des enfants sur les murs, mais on va y aller plus en suspension. Dans une classe, on pourrait décider d'exposer sous les bureaux. C'est vraiment d'envisager l'espace, l'environnement, l'utilisation de l'espace, de l'envisager autrement. Donc, moi, j'encouragerais beaucoup la prise de risque. Je trouve ça stimulant d'avoir des gens qui ont de l'audace en éducation pour faire les choses autrement. C'est très, très inspirant. Et c'est un peu ce qu'on se fait dire presque tous les jours comme élève, même comme étudiant un peu plus vieux, c'est-à-dire c'est correct de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Absolument. C'est une grande capacité d'apprentissage, les erreurs. Merci à toutes les deux. C'était fort instructif. Puis j'ai déjà hâte de voir ce que nous réserve la suite. Merci Cédric. L'école vue du ciel, chapitre 2. On l'a vu avec nos premières invités, adopter une posture à hauteur d'enfant, c'est avant tout changer notre manière de penser l'école et d'interagir avec les enfants pour mieux prendre en compte leur réalité. Mais cette posture-là ne doit pas s'arrêter à la porte de la classe ou même à l'entrée de l'école. Si on regarde l'école avec un regard d'adulte, comme on le fait ensemble aujourd'hui, ben on imagine un bâtiment entouré de rues, de maisons, de parcs, même de commerces dans certains cas. Mais quand on se place à hauteur d'enfant, l'école devient un point d'ancrage, un carrefour entre leurs différents lieux de vie, entre les différentes sphères de leur vie. C'est à hauteur d'enfant qu'on saisit pleinement comment l'école dialogue constamment avec son quartier et son environnement, urbain comme naturel. Et dans ce prochain segment, avec nos invités, on vous propose de prendre de la hauteur, au sens propre comme au figuré, pour observer l'école vue du ciel. Et ça, on va le faire comme dans plusieurs publications du Lab École, pensons notamment à Bâtir ensemble des chemins vers l'école, qu'on a juste ici. On va voir comment l'intégration de l'école dans sa communauté influence la manière dont les enfants s'y rendent, la perçoivent et la vivent. Pour en parler, j'accueille Juan Torres, qui est urbaniste, professeur à l'Université de Montréal et collaborateur du Lab École, et Éric Chagnon, citoyen engagé en politique depuis une bonne douzaine d'années et aujourd'hui maire de Shefford. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Là, il y a quelque chose qu'on doit adresser tout de go dans cet épisode.
les gens qui nous écoutent vont peut-être trouver qu'on en beurre épais au Lab École quand on insiste qu'une école, c'est bien plus qu'un bâtiment. Donc, j'ai le goût de vous poser la question là, pour bien mettre la table pour la suite de la conversation. Pourquoi est-ce qu'une école ne peut pas être conçue comme n'importe quel autre bâtiment public, selon vous? Juan. Je répondrai en 2 temps. Premièrement, pour vraiment prendre de l'auteur, comme on le propose, une école, c'est l'expression d'une façon de s'organiser dans nos sociétés, dans nos communautés, dans laquelle on délègue une partie du développement des personnes, de leur épanouissement, à des professionnels, à tout un réseau de personnes qui sont là pour permettre le meilleur développement de chaque individu pour devenir citoyen. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel équipement public. Une école, c'est justement le lieu où se cristallise cette relation, cette solidarité sociale pour devenir acteur, pour devenir une personne autonome, pour devenir citoyen. Maintenant, si on le voit davantage, donc dans un deuxième temps, un thème plutôt pragmatique, une école, c'est une destination quotidienne qui structure la vie de la ville. Bien sûr, ça structure le quotidien des enfants, c'est des horaires, c'est un lieu, c'est une programmation, c'est un calendrier. Mais c'est sûr que ça a aussi un effet sur l'ensemble de la famille. Donc, toute la famille bat au rythme également de l'école, les voisins, donc la communauté. Donc, c'est un équipement que même si on n'est pas enfant, même si on n'a pas des enfants en âge scolaire, mais qui affecte quand même la manière dont nos quartiers, dont nos communautés vivent au quotidien. Vous devez vous en douter. On vous reçoit aujourd'hui parce que chacun, dans vos expériences, vous avez été amené à partager la vision qu'a le Lab École pour une école ouverte sur son quartier, justement. C'est pas partout qu'on retrouve des écoles qui sont bien intégrées à leur environnement urbain ou naturel. Éric, je m'adresse à toi. Comment est-ce qu'on peut favoriser cette ouverture-là de l'école et éviter donc que l'école soit refermée sur elle-même, se retrouve un peu comme une île isolée là, de ce qui l'entoure dans son quartier. Quand on habite en ville, par exemple, on peut souvent marcher devant des écoles puis l'apercevoir et c'est pas tant un lieu qui est ouvert sur ce qui l'entoure, une cour d'école clôturée, et ainsi de suite. Puis comment est-ce qu'une municipalité, comme Shefford, par exemple, peut contribuer par ses propres moyens à ouvrir l'école à la communauté? En partant, tu parles d'une île isolée. Chez nous, ça aurait pu paraître d'une île isolée parce qu'on est une municipalité très rurale qui est... Combien d'habitants? 8000 habitants, c'est quand même pas mal, mais c'est une communauté rurale. Il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas de village. On a un endroit un peu plus densifié où l'école se trouve, mais c'est quand même très peu densifié versus d'autres villes. Donc, pour nous, là, de rendre ça accessible puis de le rendre que tout le monde ait facilement le goût de se rendre dans ce secteur-là, bien, il a fallu aménager des lieux pour que ça soit effectivement là, un lieu que les gens ont le goût d'aller puis qu'il ne soit pas isolé. Donc, quand on passe devant, il a l'air isolé pour l'instant parce qu'on ne voit rien d'autre, mais il y a plein d'accès qui se rendent directement à l'école. Puis nous, on travaille à développer le tour de ça pour rendre un cœur villageois dans ce secteur-là parce qu'on n'avait pas ça chez nous. Il n'y a pas d'église. Souvent, dans une ville, c'est l'église qui est le cœur du village. Chez nous, il n'y avait pas ça. On n'a pas de commerce. Le bureau on n'a rien de poste, ça. la caisse populaire. Exactement. Donc, nous, maintenant, c'est l'école qui est rendu notre endroit là, pour se rencontrer puis que tous les citoyens puissent aller. Une école comme nouvelle place publique. Puis là, je me retourne vers toi à nouveau, Juan, mais bon, on parle là, d'intégration d'école dans son milieu, mais pour beaucoup de gens, ça peut être difficile à distinguer. Là, qu'est-ce qui fait la différence entre une école bien intégrée versus une école qui ne l'est pas? Donc, quels sont des éléments là, qui doivent être pris en compte pour qu'on juge qu'une école, là, son intégration est harmonieuse et réussie? Ben, c'est une excellente question parce qu'il y en a plein, il y en a plusieurs. Parmi peut-être les plus évidents, on trouverait l'accessibilité. L'accessibilité surtout piétonne. Une école est un équipement qu'en urbanisme on appelle des proximités, donc un lieu, une destination locale. Puis en principe, aller à l'école à pied fait partie non seulement des habitudes depuis des décennies, des habitudes qui se perdent malheureusement, mais ces trajets domicile-école, école-domicile à pied, c'est déjà une expérience pour les enfants dans leur communauté, dans les espaces publics, dans la ville. Donc, une bonne intégration, je pense que passe
par cette accessibilité. Puis, on va penser immédiatement à des trottoirs, à des traverses sécuritaires, à un environnement agréable, végétalisé, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi une autre dimension de cette bonne intégration qui est la distance du déplacement. Donc là, on va toucher peut-être des éléments un peu plus abstraits qui concernent, par exemple, ce qu'on appelle la carte scolaire, la manière dont les écoles se déploient puis desservent une certaine population en fonction des limites territoriales. C'est une dimension quand même très importante, celle de la distance. Puis je terminerai avec un troisième élément important, c'est peut-être moins lié à l'espace, mais davantage lié au temps. La ville, on le voyait avec l'exemple, et plein d'autres à travers le Québec, à travers le monde, la ville évolue constamment. La ville est en constante transformation. Et les écoles également, parce que les populations évoluent démographiquement, donc le nombre d'enfants en âge scolaire peut fluctuer au fil du temps. Donc, on est face à deux dynamiques qui sont propres, qui sont fortes, mais dont l'arrimage aussi est tout un défi. Donc, une bonne intégration d'une école dans sa communauté, c'est aussi une vision qui permet d'anticiper ces développements. Où est-ce que le village, où est-ce que le quartier, où est-ce que la ville se développe et comment? Et comment l'école également peut participer, même contribuer à ces développements. Donc, ça serait comme 3 éléments pour commencer à discuter, mais bien sûr, il y en a d'autres. C'est là qu'on voit que le rôle des municipalités est central dans l'aménagement urbain. Le chemin vers l'école commence dès le pas de la porte quand l'élève met le pied en dehors de la maison. Puis on l'a bien vu à Shefford, vous avez pris le temps de réfléchir à l'environnement autour de l'école en vous mettant en hauteur d'enfant, notamment pour favoriser les déplacements actifs vers l'école, un peu comme tu l'abordais, Juan. Mais donc, Éric, quels défis sont ressortis de cet exercice-là que vous avez fait à Shefford, qu'on parle certes de mobilité, mais on pourrait aussi parler de sécurité routière et d'aménagement urbain en général? Bien, il y a toujours le défi de l'argent dans une municipalité. On n'a pas souvent beaucoup d'aide des autres paliers de gouvernement. Donc, ça prenait une volonté du conseil municipal de vouloir investir puis de permettre cette accessibilité-là. Puis, Juan parlait justement là, de la distance puis de tout ça. On ne s'est pas arrêté à ça, nous, parce que souvent, les secteurs scolaires où les gens ne prennent pas l'autobus, ça se limite à, dépendant des endroits, là, c'est un rayon de plus ou moins 1 kilomètre. Puis là, le préscolaire, c'est différent. Nous, on s'est rendu beaucoup plus loin que ça. On a fait vraiment c'est pas des trottoirs, c'est des secteurs actifs là, où il y a une piste cyclable multifonctionnelle qui est délimitée par une bande de béton. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Puis, c'est là où on a décidé d'aller un peu plus loin. Puis, étant donné qu'on est une communauté rurale, comme je disais tantôt, bien, c'est pas des maisons rapprochées. Donc, on a fait plusieurs kilomètres de ces sentiers. On veut continuer à améliorer ça. Ouais. Mais ça prend, comme je dis, là, c'est une volonté du conseil. Puis, on essaie quand même d'aller chercher d'autres sous ailleurs. Mais fait que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent dans ces dossiers-là. Puis j'aurais le goût de dire l'argent, peut-être aussi une notion de collaboration qui est très chère au Lab-École. On a ici un maire dont le bilan là, en matière de mobilité scolaire est d'autant plus louable que c'est dans une petite municipalité. On a un urbanisme. Comment est-ce qu'on favorise cette collaboration-là entre les meilleures pratiques prônées, entre autres, par les urbanistes ou les employeurs d'aménagement urbain, les municipalités, mais il y a aussi là-dedans, dans le portrait, l'école, le centre de services scolaires, à la limite, les citoyens, les parents. Comment est-ce qu'on peut favoriser cette collaboration-là pour arriver à un résultat optimal? Ben, si je peux commencer, nous, ça a été un travail d'équipe là, avec l'école, justement, là, le centre de services scolaires, c'est d'informer les parents là, que ces sentiers-là qu'on parle depuis tantôt étaient existants, puis de promouvoir les enfants, là, les bienfaits d'aller à l'école à vélo, à pied, à trottinette, de différentes façons. Puis, fait que ça a été tout de suite, avant que l'école ouvre, là, déjà d'envoyer dans nos publications, dans nos infolettes, dans nos bulletins municipaux, puis l'école, dans tout ce qu'elle pouvait envoyer, d'informer les parents là, que c'était sécuritaire, de les pousser à amener leurs enfants, à les conduire. Puis je dois avouer là, que chez nous, ça a été une belle réussite. À chaque matin, quand je vais à l'école et que je vois qu'il y a, pour une petite place comme chez nous, une centaine de vélos. Puis l'hiver, il y en a aussi un peu moins, mais il y en a quand même. J'allais poser cette question-là parce qu'on a 4 saisons au Québec, dont une qui est plus ardue que d'autres pour la mobilité active. Donc, c'est vraiment à l'année longue que vous faites la promotion de ces déplacements actifs-là. Effectivement, on nettoie les sentiers, nous, pour se rendre à l'école. Puis il y en a beaucoup. Puis là, il y a des parents. Moi, j'ai la chance. Ma conjointe enseigne au Lab-École parce qu'on habite le secteur, puis elle est enseignante.
Puis elle a des témoignages hebdomadaires de parents qui viennent des petites maternelles, elle enseigne en maternelle, ils voient les plus grands y aller, puis là, ils voulaient y aller, puis les parents, ils disent, c'est loin, ils ont des petites pattes, ils vont à pied, eux autres, mais ça prend le double de... Donc, ils viennent les conduire le matin, des fois, une demi-heure aller, une demi-heure retour, ils viennent les rechercher. Fait que, tu sais, c'est pas juste à proximité, là, nous, on se rend relativement loin. Fait que, mais ça a été de les éduquer, puis de leur dire les bienfaits de tout ça, puis qu'il y avait des sentiers sécuritaires. Vous le savez, la démarche de la Bécole avait justement pour particularité, tu parles de témoignages, Éric, mais d'impliquer directement les enfants dans les processus d'idéation pour le design des écoles laboratoires, mais aussi pour les aménagements autour de ces écoles. J'ai une grande question pour vous là, qui nous mène vers la fin de notre entretien. Quel changement souhaiteriez-vous voir dans la façon dont on conçoit et utilise non seulement les espaces scolaires, mais surtout en ce qui vous concerne, les espaces autour de l'école, ces fameux chemins vers l'école? C'est une bonne occasion de faire une synthèse parce que ce qu'on a évoqué pendant cette discussion, c'est aussi le fruit d'une structure institutionnelle qui a son efficacité, mais en même temps qui n'est pas nécessairement propice à une collaboration entre des secteurs, les secteurs de l'éducation, les secteurs de l'urbanisme, les paliers provincial, municipal, fédéral, puis même les acteurs. On parle des parents, on parle d'enfants, puis chaque groupe, chaque secteur, chaque palier, chaque structure gouvernementale a sa logique qui, in fine, est vouée quand même à rendre un service, à outiller nos enfants, à les aider. Mais en même temps, séparés, on est beaucoup moins puissant que si on collaborait. Donc, cette idée d'être ensemble et se rendre compte qu'en fait, comme municipalité, on joue aussi un rôle éducatif important, ou que comme milieu scolaire, comme centre de services scolaires, comme école, on joue aussi un rôle comme acteur urbain, comme élément quand même clé de la dynamique de développement de nos quartiers, de nos villes, de nos villages. Donc, je souhaiterais ça, une sorte de création des ponts entre les différents secteurs, et sans oublier surtout un pont clé qui est celui de l'enfance. En fait, comment permettre aussi à ces enfants de ne pas être considérés uniquement comme utilisateurs, souvent comme victimes, par exemple, de la prédominance de l'automobile, de l'abondance d'auto autour des écoles. Et c'est normal de vouloir faire des choses pour améliorer les conditions de déplacement, l'expérience urbaine de ces jeunes. Mais on apprend énormément à parler avec eux. On apprend énormément sur leur perception des distances, sur leur perception des différents obstacles dans leur parcours quotidien vers l'école. Donc, dans ces ponts-là qu'on pourrait proposer, je pense qu'il y en a un grand vers les enfants. Puis, pas uniquement pour s'approcher à eux, peut-être aussi pour leur permettre de venir faire partie de ces processus de prise de décision, bien sûr avec des méthodes qui sont adaptées, des approches qui misent justement sur leur expertise, sur leur connaissance. Tout ça, ça contribue évidemment à embellir leur expérience à l'école, comment ils vivent l'école. Puis ça commence sur le chemin vers l'école. C'est formateur, tout à fait. Pour la suite des choses, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre sur le chemin vers des écoles contemporaines? C'est qu'est-ce qui vous stimule pour la suite, les prochains chantiers? Moi, des écoles contemporaines, il n'y en aura pas d'autres chez nous. Là. On en a eu une, on est super contents. Mais il faut l'entretenir. Absolument, oui. Puis il faut construire autour de l'école, nous aménager. Comme je dis, ça a été une chance pour nous d'avoir ça, puis ça va nous permettre de faire notre noyau villageois. Donc, on est tout à voir autour qu'est-ce qu'on peut développer. On a acheté des grands terrains, on veut faire différentes choses. Donc, on est dans l'élaboration de ça présentement. Donc, mais effectivement, il faut l'entretenir. Puis ça nous a permis déjà je pense que tu es venu déjà faire un tour. Ça nous a permis de construire ce qu'on appelle un centre multifonctionnel qui communique directement avec l'école. Fait que nous, les citoyens ont un accès direct à l'école, puis les enfants, par le fait même aussi, en dehors des heures scolaires. Donc, à continuer. Mais continuer la collaboration, vous en parliez un peu tantôt. Historiquement, peut-être qu'on voyait moins ça, mais le Lab École nous a permis de faire ça avant même le début du chantier. On se rencontrait à Québec. Moi, j'étais là, des gens de la municipalité, ce qui est probablement assez rare, avec des gens du centre de services scolaires, des architectes, différentes personnes pour penser tout ça. De voir tout ce monde-là ensemble, je trouve que c'était bien, puis ça a permis de développer là, des écoles différentes, puis j'espère que ça pourra continuer vers ça pour d'autres écoles ailleurs, mais nous, c'est autour de notre école.
Et toi, Roanne, dans ta pratique comme urbaniste, mais également, bon, tu enseignes à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui te motive pour la suite des choses là, pour l'avenir de l'école québécoise? Ben, je trouve très encourageante ces exemples, ces expériences inspirantes chez Ford, d'autres au Québec et ailleurs. Mon amie Anita Ramacheri m'a appris une expression il y a longtemps que j'adore, c'est celle de créer des raisons improbables. Donc justement, cette idée de rencontrer parfois des personnes, des réseaux qui n'ont pas l'habitude de se croiser, puis apprendre à travailler ensemble. Pour moi, c'est un signe aussi qu'on est prêt, on est dû pour peut-être regarder avec un recul critique notre façon de faire, puis s'inspirer des équipes qui sont déjà à l'œuvre. En fait, je pense que des choses importantes dans mon travail aussi comme enseignant, c'est d'encourager les personnes qui se préparent pour devenir urbanistes, architectes de paysage, aménagistes professionnels, et les sensibiliser à l'importance de voir bien au-delà du terrain de jeu auquel on pense initialement, puis comprendre qu'il est beaucoup plus large. Donc, un peu à l'image de l'école, que l'école ne termine pas uniquement avec la parcelle, mais voilà, que l'école, c'est nous tous tout le temps, en fait. Ce que je retiens de notre échange, messieurs, c'est qu'une école ouverte sur sa communauté, intégrée harmonieusement, ça peut devenir un élément de fierté, finalement, pour sa communauté, justement. Il y a une certaine adhésion qui se crée autour de cet espace polyvalent-là, qui permet plusieurs usages et surtout qui nourrit le bien-être et la réussite éducative des élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. La cour comme trait d'union, chapitre 3. Dans les derniers chapitres, on a exploré l'école vue du ciel, en réfléchissant aux manières dont son intégration dans la communauté peut influencer le parcours quotidien des enfants. On va poursuivre ce trajet en nous arrêtant dans un autre lieu essentiel, qui est bien plus qu'un terrain de jeu, la cour d'école. Si l'école doit dialoguer avec son quartier, comme on en a discuté, elle doit aussi avoir un espace de transition à l'intérieur même de ses limites. C'est ici que la cour d'école joue un rôle clé. Dans la publication « Penser la cour de demain », le Lab École conçoit la cour comme le premier point de contact des enfants avec l'école, avec tout ce qu'elle représente. Avant même d'entrer en classe, c'est là qu'ils font leurs premiers pas dans le monde scolaire, tirent leurs premières observations et tissent leurs premières interactions sociales en dehors du cadre familial. Mais comment est-ce que la qualité d'aménagement d'une cour influence le bien-être ou la curiosité des élèves? Surtout, comment est-ce qu'on peut repenser ces espaces pour les rendre plus stimulants, plus inclusifs et plus propices au développement des enfants? Je vais explorer ces questions avec Marie-Andrée Huard, architecte paysagiste qui a coordonné les travaux derrière la publication « Penser la cour de demain ». Salut Marie-Andrée. Salut Cédric. Et Catherine Lapointe, qui est enseignante au primaire, mais aussi conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des découvreurs à Québec, qui a collaboré également avec le Lab, notamment en coécrivant les textes à hauteur d'enfants dans les publications « Penser la cour de demain », mais aussi « Bâtir ensemble des chemins vers l'école ». Salut Catherine. Allô Cédric. On va aller droit au but. On parle de cours d'école comme un espace de transition entre la maison, la communauté, puis l'école, le premier point de contact de l'élève avec ce nouveau monde lorsqu'il arrive à la maternelle. Marie-Andrée, qu'est-ce que ça signifie concrètement là, pour les enfants? Parce que là, on en parle comme d'un beau concept, d'une belle théorie. Qu'est-ce que ça signifie pour eux, cet espace de transition-là? Pourquoi c'est important dans leur quotidien? Mais aussi, pourquoi c'est important de le prendre en compte dans votre travail de concepteur? Bien, d'emblée, effectivement, la cour, c'est vraiment un trait d'union entre la maison et la cour et l'école en soi. Donc, l'enfant va transiter par la cour avant même d'accéder à l'école. Donc, c'est son premier point de chute. C'est le lieu d'accueil, le lieu de rassemblement. Et ce, peu importe le mode de déplacement par lequel il va transiter de la maison vers l'école. C'est aussi le lieu où on va attendre les amis. Donc, à l'entrée, d'un côté ou de l'autre de la clôture, c'est le lieu où on va aussi saluer nos parents lorsqu'ils viennent nous reconduire, où la brigade scolaire aussi va prendre en charge les élèves du préscolaire pour les mener un peu plus loin dans la cour en sécurité. Donc, nous, comme concepteurs, ce qu'il faut réfléchir, il faut prendre en considération d'emblée, c'est le parcours des élèves, comprendre la structure du quartier aussi. Donc, on va avoir combien d'autobus, d'élèves marcheurs. Est-ce qu'on a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants à bord du véhicule familial? On doit prendre en compte aussi que les jeunes vont transiter vers
ce lieu-là, qui est la cour, qui est le même lieu en même temps, et ce, à tous les jours de la semaine. Donc, on doit s'assurer que les espaces d'accueil vont permettre de pouvoir se déplacer en sécurité de façon fluide aussi. Et ça influence évidemment tout ça, le positionnement, l'organisation spatiale où on va mettre en place les débarcadères autobus, le débarcadère parents, donc le Kiss and Go, puis les accès à la cour pour les marcheurs. Donc, on veut éviter justement qu'il y ait une insécurité pour chacun des usagers. Ça va impliquer aussi également de prévoir des aires d'attente pour les parents, grands-parents, parce que cette limite-là entre la cour et la communauté, c'est un lieu de rassemblement, bien qu'il soit informel, qu'il y ait du mobilier ou non, où les gens vont discuter longuement avant et après les classes en attendant les jeunes. Un lieu d'échange. Moi, j'ai été quand même, en fait, ça va paraître bête, mais j'ai été fasciné quand j'ai lu ce chiffre-là. Les jeunes passent en moyenne 121 jours dans leur cours d'école par année. Catherine, toi qui travailles directement avec les élèves, bon là, on a parlé de concepts à appliquer avec Marie-André, mais comment est-ce qu'une cour bien pensée affecte l'usage quotidien ou leur expérience vécue de l'école de tous les jours? Bien, la cour, c'est le lieu social, c'est le lieu où on peut être nous-mêmes. Moi, je pense que ça doit être un espace vraiment assez ouvert pour explorer. C'est sûr que quand on a des coins très dédiés qui vont dicter à l'enfant quoi faire, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une variété aussi où l'enfant va être inspiré par un milieu qui a une biodiversité, moi, je pense. C'est sûr que moi, avec mes élèves, j'allais beaucoup dans une petite forêt qui était aux abords de la cour parce que ce que je voulais, c'est un milieu où ils pouvaient inventer, où ils pouvaient résoudre des problèmes. Parce que quand on a une cour quand même assez statique, avec du mobilier qui a la même fonction tout le temps, des fois, ça laisse moins de place à l'enfant pour être qui il veut être dans le besoin qu'il a cette journée-là. Peut-être que c'est de s'isoler un peu plus, peut-être que c'est de co-créer avec les autres. Donc, pour moi, c'est une cour où on peut comme un peu s'approprier le territoire. Puis ce territoire-là, il est changeant, il est flexible. Fait que pour moi, ça faudrait que ça crée un sentiment d'appartenance. Puis même cette cour-là où on découvre, on invente, il y a une diversité, puis on peut développer cette genre d'interaction avec les éléments, mais aussi les personnes pour développer notre confiance, développer une estime de soi aussi, parce qu'on a pris des risques, parce qu'on avait des éléments, on les a déplacés. Fait que pour moi, c'est une cour qui est très vivante avec des éléments du milieu, mais aussi des éléments qu'on peut déplacer. Il y a un album que j'utilise beaucoup avec mes élèves là, qui s'appelle « Le repère » de Emma Adgad, qui est une artiste suédoise. Puis là-dedans, il y a une prise de risque. Les enfants vont dans un espace où ils vont déplacer des objets. Il y en a d'autres qui vont vouloir s'isoler, ils vont inventer des choses. Mais les adultes ont un peu peur de cet espace-là, donc ils vont remplir ce trou-là. Mais finalement, les enfants vont jouer sur le bord parce qu'ils vont toujours trouver des espaces de création où ils peuvent un peu, justement, co-créer ensemble. Donc, pour moi, la cour, elle doit laisser de la place aussi à l'enfant. Elle doit être en harmonie avec toutes ces interactions-là. Cet album me fait penser à une posture qui est très propre aux travaux du Lab École depuis ses tout débuts. On en a parlé dans les derniers chapitres, mais la posture à hauteur d'enfant qui s'applique non seulement dans l'architecture scolaire, mais j'imagine devrait aussi s'appliquer dans la conception des cours d'école. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'adopter cette posture-là en réfléchissant à nos cours? Il y a plein de choses quand on réfléchit à hauteur d'enfant, puis je vais rebondir sur ce que Catherine disait précédemment. Donc, effectivement, il faut créer des lieux qui sont polyvalents, qui sont flexibles, qui vont offrir une variété d'activités qui sont non statiques, parce que quand on y réfléchit bien, on doit répondre à des besoins d'enfants du préscolaire, donc 4 ans maintenant, jusqu'à nos jeunes adolescents de 12 ans, nos finissants de 6e année. Donc, durant cette période-là, de 8 ans, à travers leur cycle scolaire, il y a une multitude d'événements qui vont se passer dans leur vie, de changements physiques. Et aussi, il faut prendre en compte la hauteur. Donc, un enfant, en moyenne, durant ces 8 ans-là, on parle d'une grandeur de 1,2 mètre, ce qui est beaucoup plus bas que la hauteur adulte. Donc, la perception de l'espace est
très différente. Littéralement à hauteur d'enfant. Littéralement. Donc, nous, comme adultes, on a une vue d'ensemble sur les aménagements de la cour. C'est quelque chose aussi qui est souhaité, notamment pour les surveillants, qu'on soit en mesure de voir à la sécurité de tout ce beau monde-là. Mais pour les enfants, surtout les plus jeunes, on peut se dire que la cour d'école est très vaste. Ils ont besoin de points de repère. Ils peuvent être intimidés aussi de croiser. On peut penser, nos préscolaires peuvent être gênés de croiser les grandes 5e, 6e années. Donc, de multiplier les possibilités de jeux de ballon, pas tout regrouper, ce que Catherine dit. Donc, on multiplie les occasions de jeu. Et par le fait même, on peut aussi permettre de redécouvrir certains espaces quand on les conçoit de façon polyvalente. Donc, on peut penser, entre autres, à des équipements comme une poutre d'équilibre qui, au début, va permettre de développer une motricité globale de l'enfant, peut devenir un obstacle pour les sauts plus on vieillit. Puis nos plus vieux qui ont envie de chiller, ça va devenir une assise pour discuter ensemble, puis papoter de ce qui s'est passé la veille. Puis bon, on parle d'une posture à hauteur d'enfant, mais une des meilleures manières de le faire, c'est sûrement de les faire participer. Hein? On entend parler de participation citoyenne dans l'aménagement urbain. Comment est-ce qu'on peut impliquer les élèves dans la conception ou l'utilisation au quotidien de leur cours d'école de manière significative, là, pas seulement en surface? Avez-vous des exemples? Bien, de manière générale, là, c'est sûr que la participation des enfants, on la voit un peu plus dans le milieu scolaire, justement, pour les cours d'école, mais on a tendance à les éclipser. Hein? On a juste à voir, même en milieu municipal, on ne les consulte pas nécessairement beaucoup pour les parcs. On n'a pas tendance à s'attarder à leurs idées, même pour la création d'une rue piétonne. Et pourtant, ils sont des utilisateurs, tout comme les adultes. Et c'est possible de consulter les jeunes. Puis je suis sûre que Catherine va pouvoir nous donner plein d'exemples là-dessus. C'est qu'il faut adapter notre contenu à leur compréhension, donc au groupe d'âge auquel on va s'adresser. Et il faut prendre le temps aussi de leur laisser de la latitude, donc de ne pas diriger la question vers un choix de réponse précis ou de leur dire, ben qu'est-ce que tu souhaites dans ta cour d'école, puis de présenter des exemples des autres écoles dans le quartier. Il faut leur laisser le libre cours à leur imagination. Et nous, comme concepteurs ou comme analystes de ces données-là, il faut se donner le temps aussi d'aller comprendre ce qu'on a reçu comme information. Le Lab École, lors de la création de Penser la cour de demain, a notamment mis en place des activités de consultation auprès de jeunes dans des écoles primaires au Québec. Ils ont consulté plus ou moins une centaine d'enfants et on est revenu avec 251 idées. Donc, comme quoi, on a la capacité d'aller chercher des éléments, puis évidemment, il faut les regrouper après pour ressortir les idées communes. Catherine? Bien, moi, je pense que ce qui se passe dans le milieu, c'est qu'on va, oui, consulter les élèves. Souvent, on va leur dire « Quelle est ta cour idéale? » Puis là, c'est sûr que les enfants sont dans des idées de grandeur, là, des montagnes russes, des piscines à vagues. Mais moi, je pense que ça traduit un besoin de sensation, de plaisir, puis on devrait s'y attarder, ça. Partir des dessins des enfants, partir de leurs idées comme ça à l'oral pour essayer d'aller extraire qu'est-ce qui est vraiment réel, qui est applicable sur le terrain, mais de transférer ça. Parce que oui, on leur demande quel est leur cours idéal, mais on n'en tient pas nécessairement compte. Je pense que ça se perd un peu dans le processus pour différentes raisons. Puis on ne retrouve pas certains éléments qui étaient très pertinents, qui sont vraiment en lien avec leurs besoins, leurs idées aussi, leurs idées. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une espèce de cassure dans le processus, mais pourtant, les élèves ont une vision très singulière du monde, de leur espace, de leur environnement. Et je pense qu'on devrait s'y attarder davantage, puis vraiment prendre certains éléments, puis le transférer dans le réel aussi. Il y a une question qu'on a posée à tous nos invités, mais dans votre cas, je vais l'amender un peu pour qu'on reste sur le thème de la fameuse cour d'école. Bon, le lab a réussi à faire quelque chose avec ces 6 écoles laboratoires. Vous y avez collaboré activement. Mais pour la suite des choses, là, si on se projette, quel changement souhaiteriez-vous voir dans la manière dont non seulement dont on conçoit, mais aussi dont on utilise nos cours d'école au Québec? Catherine? Des changements, bien moi, c'est sûr que je voudrais un milieu plus diversifié. Moi, en fait,
j'ai décidé de migrer ailleurs que dans la cour d'école. Parce que ma cour d'école, qui est une cour standard comme la plupart des écoles, mais avec une partie très asphaltée, qui peut avoir un potentiel pour écrire, donc ça devient une grande ardoise. Mais comme il y avait peu d'arbres, donc peu d'ombre, peu de diversité non plus, on entend moins les oiseaux, on a la chance d'avoir un petit passage qui va vers des commerces et un mini boisé. Moi, j'ai décidé vraiment de migrer vers là parce que pour moi, ça permettait de développer des habiletés sociales parce qu'on croise des gens. Puis le fait de croiser des gens, pour mes élèves, je trouve que c'est important de se poser la question, est-ce que ces gens-là sont pressés ou non? Cette dame-là, est-ce qu'elle a besoin d'aide? Est-ce que je peux juste lui dire bonjour? Parce qu'on fait partie de ce milieu social-là. On prolonge la connexion avec la communauté. Exactement. Je trouve que la cour est très, très hermétique. Souvent, c'est une clôture frost même. Puis, ça ne permet pas ce maillage social-là avec, justement, une diversité de situations. Peut-être parce qu'on est dans l'imprévu là, quand on croise des gens, mais je pense que les enfants ont besoin d'être dans cette matière-là d'imprévu pour être un petit peu moins anxieux. C'est ça la vie. Oui, c'est ça la vie. Donc, moi, j'ai migré vers un milieu qui était plus boisé, plus social, parce que la cour répondait moins à mes besoins. Fait que la question, je la transfère un peu parce que je suis allée chercher ailleurs ce que je ne trouvais pas dans la cour. Donc, c'est peut-être amener ces éléments-là dans une cour. Bon, je comprends qu'il ne peut pas avoir nécessairement le milieu très social. On l'a entre les élèves, on ne l'aura pas dans la communauté nécessairement. Peut-être cette biodiversité-là, je trouve, qui manque dans plusieurs cours. J'aimerais ça qu'on entende plus d'oiseaux parce qu'il y a plus d'arbres. J'aimerais ça qu'on puisse explorer le milieu naturel, le minuscule, que les élèves puissent construire aussi avec des éléments, puis rebâtir, puis se donner des relais. Moi, c'est un peu comme ça que je conçois la cour. Donc, je me retourne vers l'architecte paysagiste. Quel changement est-ce qu'on souhaite pour nos cours d'école? On souhaite que la cour soit vue comme un espace qui peut contribuer au développement des jeunes. C'est ce que Catherine nous soulève avec la diversité des lieux. Donc, la cour, c'est beaucoup plus qu'un lieu de récréation. C'est un lieu où il y a une extension de la classe, où on peut faire une multiplication d'apprentissage qui soit en développement moteur. Il y a des enseignements pédagogiques, il y a l'enseignement social aussi qui se fait là-dedans. Donc, il faut vraiment voir la cour comme un investissement et non une dépense. Donc, c'est quelque chose qui est revenu. Des fois, on a de la difficulté à pouvoir concevoir effectivement une cour avec différents aspects. Catherine parlait, donc intégrer de la végétation, diminuer les espaces minéralisés pour laisser place aux vivants. Et évidemment, bien, ça vient avec une enveloppe budgétaire, puis il y a des choix, malheureusement, qui sont faits. Si ce choix-là est bonifié un peu plus, on va atteindre effectivement la cour idéale que les enfants nous présentent. Mais j'aime bien cette idée. C'est une cour d'école et non une cour de récré, comme on l'appelle, en tout cas comme moi je l'appelais quand j'étais élève au primaire. Puis, mot de la fin, donc vous y allez comme vous le sentez. On a posé des diagnostics, on a un peu nommé ce qu'on souhaite pour la suite des choses, mais vous, personnellement, vous avez collaboré à la démarche de la Bécole. Qu'est-ce qui vous motive personnellement à poursuivre sur le chemin vers une école contemporaine? Marie-André. Je pense qu'on a vu au fil des ans à quel point les questions, les recherches qui ont été menées par le Lab École ont généré des changements en très, très peu de temps. Bien sûr, il y avait eu des refontes là, au niveau pédagogique avec le ministère de l'Éducation, mais on ne s'était jamais penché sur l'adaptation des espaces d'enseignement, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, aux différentes générations qui se sont succédées depuis 60 ans. Donc, j'ai la certitude qu'en investissant dans la jeunesse, dans le milieu scolaire, on va se rendre plus fort comme collectivité. Merci. Catherine? Moi, ce serait de continuer à développer des environnements qui facilitent, qui inspirent le maillage social, de créer ces liens-là qui vont permettre à l'élève de se développer dans sa globalité, de se sentir engagé, puis de se sentir utile aussi. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle conversation. Donc, une cour d'école et non une cour de récré. Une cour d'école qui permet aux élèves d'avoir une expérience optimale à l'école, qui reflète l'entièreté de leurs besoins et de leurs intérêts, qui leur permet de se développer. C'est ce que je retiens de notre conversation. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.
L'école comme véritable milieu de vie, chapitre 4. Développer une communauté qui se concerte à hauteur d'enfants, créer un véritable sentiment d'appartenance où tous les jeunes et adultes s'y sentent bien, donner sens aux espaces qu'ils permettront autant intérieurs qu'extérieurs, ça, c'est un extrait d'une des premières publications du Lab École, Penser l'école de demain. À travers ces 8 années d'activité, l'équipe du Lab a entrepris un vaste travail de recherche-création afin que l'architecture des écoles contribue à en faire de véritables milieux de vie. La publication Penser l'école de demain en témoigne à travers une exploration des espaces scolaires sous forme de fragments dont l'assemblage a permis de définir un nouvel alphabet de conception des espaces scolaires au Québec. Dans cet épisode, on va se retourner vers les 3 piliers qui fondent l'approche du Lab pour créer un environnement scolaire propice à l'épanouissement et à l'apprentissage. Vous les connaissez, on les a mentionnés dans les précédents chapitres. On a l'environnement physique, l'alimentation, l'agriculture scolaire et les modes de vie physiquement actifs. Pour discuter des nombreux liens entre ces 3 piliers et l'architecture scolaire, j'accueille justement 2 architectes qui sont aussi des collaborateurs du Lab École, Jérôme Lapierre, qui a notamment coordonné les travaux de recherche-création et emmené à la publication Penser l'école de demain, qu'on a juste ici, et Catherine Breton, qui est directrice adjointe des ressources matérielles au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci. Jérôme, je le mentionnais, tu as mené les travaux de recherche-création derrière la publication Penser l'école de demain. Donc, de ton point de vue, comment est-ce que les 3 piliers de l'approche du Lab École peuvent ou doivent influencer l'architecture de nos écoles au Québec? Dans cette vision de lancement du Lab, ce qui était quand même important, c'était de pouvoir avoir un environnement physique qui est capable d'interpeller autre chose que simplement créer des classes et des espaces pour apprendre et un gymnase et une cour d'école, puis de voir cet élément-là souvent qui était un peu dissocié les uns des autres. Dans cette idée de création du Lab, c'était d'avoir ces 3 piliers-là qui faisaient en sorte que, oui, à travers l'environnement physique, ça peut être un 3e professeur pour pouvoir accompagner justement le personnel enseignant et non enseignant pour avoir un environnement pédagogique qui est beaucoup plus propice à des pratiques qui sont innovantes puis qui sont en lien avec le 21e siècle, mais aussi dans un regard qui est plus holistique. Parce que dans l'alimentation, dans l'agriculture scolaire, il est possible de faire aussi des maths, d'apprendre l'histoire, la géographie, mais c'est aussi possible à travers les heures de classe de bouger, de pouvoir monter le gradin, que la cour d'école soit aussi un lieu d'apprentissage et de le voir d'une manière plus holistique, c'était quand même un élément qui était important pour la vision du Lab dès le début. Donc, on n'apprend pas malgré les défis posés par les espaces. Souvent, les espaces deviennent des leviers d'apprentissage pour les élèves à l'école. On entend souvent parler de la notion d'échelle humaine, que ce soit quand on parle d'urbanisme dans notre quartier, dans notre ville. Cette échelle humaine-là peut aussi s'appliquer à l'école, je m'en doute. Qu'est-ce qui fait qu'une école peut parfois s'éloigner de cet objectif-là? Puis, quelles sont les conséquences d'une école qui perd un peu cette échelle humaine, à la fois sur les élèves, mais aussi sur le personnel scolaire? Mais je dirais que premièrement, il y a une notion d'échelle, de taille d'école. C'est-à-dire que d'avoir une école qui va avoir trop d'élèves va faire en sorte que les élèves vont venir de beaucoup plus loin. Mm-hmm. Et donc, qui va amener aussi un parcours scolaire qui est vraiment différent que ceux peut-être qu'on a connus, nous, quand on est allé à l'école primaire, c'est-à-dire de marcher pour aller à l'école. Donc, juste cet élément-là de taille d'école a une importance cruciale sur la manière de s'y rendre, sur la manière de l'échelle va être, parce qu'on se rappelle que l'enfant, c'est presque le premier espace public qu'il rencontre dans sa vie. Donc, comment faire pour que cet espace-là soit bienveillant? C'est pas en créant une école forteresse sur la rue, sur la ville, sur son quartier. C'est vraiment l'idée d'avoir une extension de sa maison pour que ce soit un environnement qui est plus propice pour l'apprentissage. Donc, pour moi, il y a une notion d'échelle, de nombre d'élèves qui est importante à considérer, qui souvent, on aurait tendance à vouloir agrandir un petit peu trop l'école ou le nombre de classes pour répondre à un besoin. Mais je pense que si on avait l'opportunité de dupliquer plus d'écoles pour qu'ils soient plus près de leur quartier ou de leur environnement immédiat pour avoir une communauté d'enfants qui permet d'y aller à pied, déjà on aurait, je trouve, l'opportunité d'en faire une école plus humaine. Donc, une notion de proximité puis d'intégration, mais à l'intérieur même de l'école. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette échelle humaine-là est conservée? Mais pour qu'elle soit conservée, il faut avoir un environnement de vie qui est bienveillant. Et pour ça, l'architecture, bien sûr, elle est là pour l'accentuer ou, à l'inverse, peut aussi y contredire. Donc, d'avoir des milieux où est-ce que, justement, l'acoustique, c'est un élément que c'est pas tangible. Sur papier, on peut le couper facilement, cette notion-là, parce qu'on n'a pas, à part des décibels, là, qui sont des données techniques, on n'a rien, en fait, pour évaluer l'acoustique dans un budget, voir si c'est bon ou pas.
Mais ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on va être plus apte à apprendre, plus reposé. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément important. Une école qui n'a pas d'acoustique, le son réverbère partout, est un peu problématique. Tout comme aussi une école qui n'aura pas nécessairement de lumière naturelle abondante, qui va tourner tout au long de la journée, va faire en sorte qu'on va être plus généreux envers l'autre ou moins généreux, qu'il va avoir un impact aussi sur la concentration. Donc, tout ça, ce sont des facteurs que Penser l'école de demain énumère parce qu'il y a des données probantes qui sont là pour appuyer ça. Mais c'est sûr que ça revient à cette idée d'échelle humaine, qui est peut-être un mot souvent qui est un peu galvaudé, si je peux dire, mais qui est extrêmement important parce que ça s'applique dans tous les volets. Je trouvais intéressant de l'aborder comme on parle d'architecture scolaire ensemble aujourd'hui, mais s'il y a un autre terme qu'on aime beaucoup utiliser au Lab-École, c'est la fameuse posture à hauteur d'enfant qui déteint là, dans l'ensemble des publications et travaux du Lab-École. Comment est-ce qu'une posture, une lunette comme celle-là peut aussi se traduire dans des travaux en architecture? Comment est-ce qu'on engage les élèves dans ce processus-là? On a vraiment regardé l'approche de la recherche-création parce que c'est la manière de faire de la recherche dans notre domaine. De convoquer la conception à travers un processus heuristique puis d'abstraction pour en voir ses qualités. Mais on le fait toujours en intégrant l'enfant comme notre client premier. Parce que des fois, peut-être dans un projet de construction, on peut tenter d'oublier. Souvent, on va avoir plein de facteurs. Les ressources matérielles ont d'autres préoccupations. Mais quand on pense, OK, mais notre client, lui, que veut-il? Donc, c'est pour ça que dans la recherche-création qu'on a fait, on l'a travaillé notamment avec, bien sûr, des données probantes, des données scientifiques qu'on a transposées en maquette, en conception, en exploration, en abstraction, mais on les a présentées à des enfants, à des élèves, pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Puis je donne encore un élément, moi, qui m'a marqué. Quand on parlait aux élèves, quel est votre espace préféré de l'école? D'emblée, mais sans aucune hésitation, c'était la cour d'école. Mais la cour d'école... Je ne dis pas qu'on n'y a jamais pensé avant le Lab-École, mais il n'y a jamais eu beaucoup d'amour qu'on a donné dans la cour d'école. C'était tout le temps des petites enveloppes qui apparaissaient au cours des 10 ans plus tard que l'école était construite. Une arrière-pensée un peu. Exact. Mais alors que c'est l'endroit où est-ce que les élèves préfèrent être. Puis là, quand on comprend que la cour devient un lieu d'apprentissage, bien, on peut renverser complètement la manière de penser. C'est des petits exemples concrets comme ça qui montrent que quand on a une posture de dire, on se met à l'échelle des yeux d'un élève, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qui est bon pour elle et lui, bien, on conçoit différemment. Puis je pense que c'est ça aussi le bagage qu'on a pu avoir à travers la Lab-École, cette plongée là-dedans. On n'était pas des architectes parachutés de l'extérieur, on était vraiment venus prendre un peu le pouls du milieu, parce qu'on en a visité des tonnes d'écoles, on a vraiment pu comprendre ce regard-là. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben, oui, ça, Catherine? J'ajouterais quand on a des équipes de ressources matérielles où on a des professionnels d'architecture puis de tout le monde de la construction, là, architectes, ingénieurs, techniciens en bâtiment, ouvriers spécialisés, comme il y a chez nous au Rive du Saguenay. On est chanceux d'avoir une équipe complète. On s'implique directement avec les enfants dans chacun de nos projets. On fait plusieurs écoles, évidemment. Puis ceux qu'on consulte en premier, ce sont les enfants et le personnel scolaire. Puis chaque école, c'est une communauté. Puis évidemment que plus on a d'écoles à petite échelle, ça devient un milieu de vie. Hein? C'est ça qu'on dit en premier. Puis on veut vraiment que c'est leur milieu de vie à leur échelle. Donc, on va les consulter. Puis, à partir de ces consultations-là, on développe un projet à eux. Donc, chaque école est différente. Là, on a eu 6 projets avec les 6 Lab-Écoles qui, visiblement, là, sont complètement différents d'une région à l'autre. Donc, on fait la même chose, mais à l'intérieur de notre centre de service. Ça donne des consultations, là, justement, quand on parle aux enfants. Là, c'était la cour d'école que vous avez relevée, mais des fois, c'est le lab culinaire, des fois, c'est la bibliothèque. Des fois, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous détestez le plus? » Puis là, les réponses sont extraordinaires. En fait, c'est des occasions d'apprentissage pour nous aussi comme adultes, de se remettre dans cette posture-là, justement. J'aimerais qu'on passe de la théorie à la pratique ensemble. Il y a plusieurs notions qui sont abordées dans des publications comme Penser l'école de demain. Puis ensuite, je vais me retourner vers toi, Catherine, pour qu'on parle de comment vous l'avez appliqué concrètement là, dans votre centre de service scolaire. Mais Jérôme, on parle de typologie, on parle de fragments architecturaux. Pourrais-tu nous entretenir un peu là-dessus pour qu'on y voit plus clair? Pour moi, un des éléments qui était marquant dans la recherche-création qu'on a fait, et aussi les visites d'école au Québec et à l'international, c'est qu'au Québec, on avait un modèle typologique qui était l'école en barre.
où est-ce qu'on avait un corridor central, puis des classes de chaque côté, puis les vestiaires étaient dans le corridor. C'est pas mal le modèle du Plessis qui a été répété à travers les années au Québec, puis même dans les années 50, mais les nouvelles écoles étaient comme ça. On a découvert dans la recherche-création qu'il en existait 6 typologies, qui permettaient aussi des opportunités d'apprentissage qui étaient différentes. 6 au Québec? 6 dans le monde. Dans le monde. Donc, autant des écoles où est-ce qu'il y a des communautés d'apprentissage qu'on appelle, donc c'est une petite place publique qui est au cœur de 4 classes. Donc, tout à coup, les classes donnent sur la place publique où est-ce que ça devient des opportunités de collaboration et d'apprentissage qui sont diversifiées. Mais dans le cas de le modèle en barre, on n'a pas cette opportunité-là. Par contre, on peut faire une rue d'apprentissage, qui est un corridor beaucoup plus large pour permettre cette collaboration-là, mais il faut prendre les vestiaires et les mettre ailleurs, comme on a développé avec le Lab École. Et ainsi de suite. Il y a le cœur central, plan ouvert, des écoles à plan ouvert que je trouve fascinant, mais ça prend un projet pédagogique qui est complètement différent aussi, peut-être un peu plus adapté aussi pour l'école secondaire. C'est quoi ça, ce plan ouvert-là, juste pour qu'on comprenne bien? C'est une école qui n'a pas de mur. Où est-ce que les activités d'apprentissage sont par projet et qu'on se déplace dans l'école pour travailler de manière complètement différente. Il va y avoir des zones qui sont plus isolées, où est-ce que l'immobilier, par exemple, de rangement ferme un peu des secteurs de classe, mais il n'y a pas de mur complètement acoustiquement fermé pour en faire une classe fermée, dédiée. Mais sinon, on a développé à partir de cette typologie-là, parce que c'était un peu notre base de terrain de jeu, c'est un peu notre épine dorsale sur comment assembler les espaces. Mais nous, on s'est dit, on va regarder l'école pour la décomposer en plein de petits morceaux. Tu mentionnais en introduction l'alphabet, mais c'était de développer un vocabulaire architectural pour développer la qualité même à travers ce petit morceau. Parce que si on met de la qualité dans le petit morceau et qu'on l'additionne après en les assemblant, bien là, on est arrivé à des plus gros morceaux qui étaient extrêmement qualitatifs. Donc, c'est pour ça que cette décomposition-là qu'on a fait, on les a assemblés de manière itérative, puis aussi incrémentale, évolutive, qui a fait en sorte qu'on a pu développer des assemblages qui étaient complètement variés, différents, mais tout ça en intégrant la théorie et des données scientifiques. On a regardé des gymnases, comment on pouvait l'ouvrir avec la fenestration sans que ça soit éblouissant pour les élèves pour aller lancer au panier. Donc là, on s'est aperçu qu'il fallait avoir 2 côtés absolument qui étaient fenestrés pour éviter l'éblouissement, etc. Donc, cette création-là a permis énormément d'opportunités pour en créer un programme architectural avec les équipes écoles. Et on a aussi identifié quelle typologie d'apprentissage était la mieux pour, par exemple, Rive-de-Saguenay, avec la direction qui était là pour pouvoir développer ça, à Sheffern, à Rimouski, à Québec. Donc, tout ça, et bien sûr Gatineau et Masquinongé, mais c'était de voir comment cette typologie-là pouvait être adaptée par le milieu scolaire pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie d'offrir aussi comme type d'apprentissage par rapport à leur milieu, leurs besoins. Et donc, les maquettes ont vraiment servi à pouvoir définir ce langage-là, puis de se l'approprier, puis faire un programme architectural pour le concours, pour en faire des projets qui étaient innovants. Puis comment ça s'incarner tout ça chez vous? Au sein, est-ce qu'on a des exemples concrets là, de ces nouveaux espaces? Tout à fait. Bien, en fait, il y a plein d'opportunités d'apprentissage là, qui sont arrivées avec ça. Les espaces socio-affectifs chez nous sont super importants, surtout avec le projet de la École Saguenay, l'école L'Étincelle. C'est des lieux là, entre les classes qui ont permis des espaces de collaboration. Donc, de petits espaces qui sont entre 2 classes, qui ont permis à des enseignants, là, du personnel scolaire, des orthopédagogues, de venir faire de l'enseignement de prendre des élèves à la fin, soit d'un examen, de pouvoir aller s'installer. On n'est pas juste dans le corridor. On n'est pas juste dans le corridor, des espaces de qualité où on peut prendre du temps 1 à 1 avec un élève. Un élève qui termine en premier, au lieu de déranger les autres, peut aller s'installer comme récompense dans cet endroit-là. Faire du travail d'équipe aussi à plusieurs. D'aller s'installer dans ces endroits-là, d'un retour au calme également. Donc, tu sais, quand on dit profiter de ces opportunités-là, des fois qui sont pas prévues, bien, c'est des lieux qui sont très, très près des classes. Donc, des endroits comme ça. Les labs culinaires, évidemment, qui ont une très grande place chez nous. Donc, les saines habitudes de vie sont profitables. Les labs créatifs, la robotique. Nous autres, on fait beaucoup d'apprentissage par le plein air.
Évidemment qu'on a le territoire qui va avec ça. Le Bas-Saguenay est un de nos territoires qui est grandement apprécié avec le plein air. Donc, il y a plusieurs lieux. Mais l'enseignant, c'est le plus important dans l'apprentissage d'un élève. Par contre, on croit fermement là, que l'architecture, elle peut venir créer un milieu de vie dans lequel l'élève il va évoluer. Puis, il peut faire toute la différence. Et on peut vraiment venir faire un impact là, dans son apprentissage, puis pour qu'il soit vraiment le plus apte possible à apprendre. Fait que c'est là où on peut faire toute la différence avec les lieux qu'on va venir aménager. Je pense qu'on a réussi là, avec et le Lab École et tous les autres projets qu'on est venu créer. Là, puis là, on en parle, puis ça a presque l'air facile. Vous avez sûrement rencontré des défis sur le chemin. Tout à fait. Il y a un projet à l'école Mont-Valin où on a fait une bibliothèque qui est un carrefour d'apprentissage qui est vraiment au cœur de l'école. Donc, tous les classes sont autour du carrefour d'apprentissage. Donc, puis l'école est située entre Mont et Fjord, les Mont-Valin et le Fjord du Saguenay. Donc, le centre de l'école, qui est un peu comme une rue d'apprentissage, mais c'est le carrefour d'apprentissage et la bibliothèque. Et toutes les classes donnent sur la bibliothèque. Donc, l'élève a accès à un livre pratiquement en tout temps. Et à ça, il y a des petits locaux de collaboration annexés. Donc, mais ça, tu vois, c'est super intéressant parce que tout à coup, l'école peut avoir une vision pédagogique forte et claire, mais qui est amenée dans une typologie de cœur central. Puis des fois, une autre école pourrait décider, mais nous, c'est le sport qui est vraiment important, puis c'est le gymnase qui est au cœur, puis qu'on tourne autour de cet élément programmatique qui en fait la force pédagogique pour cette école spécifiquement, mais que c'est pas répété dans les autres. C'est vraiment spécifique à celle-ci. Exactement. Puis c'est pas les ressources matérielles qui ont décidé, puis c'est pas... c'est vraiment l'école, quand on est allé les rencontrer, au fil des processus de conception intégrée, quand on s'est assis avec eux, de fil en aiguille, avec leur projet pédagogique, parce que c'est vraiment eux qui nous ont apporté leur projet pédagogique, bien, de fil en aiguille, le concept, c'est ficelé avec eux, là, avec les équipes de professionnels. Il y a tant de choses qu'on pourrait faire malgré les avancées là, procurées par les travaux de recherche-création du Lab École, ce qui a déjà été appliqué dans des centres de services scolaires, non seulement au Saguenay, mais partout à travers le Québec. Ce que vous faites chez vous bénéficie à d'autres localités. C'est quoi les changements que vous souhaiteriez encore voir dans la façon dont on conçoit et utilise nos espaces scolaires au Québec? Vos souhaits pour la suite, un peu. Un souhait qui était initialement là au début, c'était qu'on réalise cette recherche-création-là, qu'on crée des concours, qu'on construise des projets qui répondent à cette recherche-création-là avec le talent des architectes au Québec et de tous aussi les intervenants autour qui en font des projets différents. Mais ultimement, on voulait se permettre de se tromper parce que c'est un laboratoire. Et donc, moi, je suis extrêmement curieux de voir l'étude post-occupation qui va sortir au mois de juin prochain pour voir quels ont été les très bons coups, les moyens bons coups et les moins bons coups. Parce que c'est là où est-ce que le Québec peut apprendre après. Parce que oui, il y a eu une vague d'écoles qui ont été lancées avec la signature architecturale et tout ça en parallèle, après que l'AM ait lancé ses publications, puis qui a donné aussi une influence forte à ces écoles-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées, d'autres évacuées, puis c'est correct. Mais je pense qu'un souhait pour la suite, c'est qu'on se serve de cette étude post-occupation-là, parce que ça n'existe presque jamais dans le milieu de la construction en général. On ne comprend pas ou on n'étudie pas comment que les projets ont été faits pour faire un retour réactif sur ça, pour mieux faire. De s'améliorer, puis on ne veut pas reproduire finalement un nouveau modèle homogène d'école au Québec. Non, exactement. Non. Oui, je suis d'accord avec Jérôme. Pour ma part, je pense que dans les dernières années, là, on s'est concentré beaucoup sur le maintien d'actifs, sur le déficit de maintien. Bon, évidemment, nos vieux bâtiments... l'éléphant dans la pièce. Ouais. On en a besoin. Je suis d'accord. On s'est concentré beaucoup sur les écoles primaires. Là, je pense qu'on a fait un bon travail, puis on commence à savoir ce qu'on a à faire. Mais là, on a beaucoup de clientèle dans le milieu scolaire, puis c'est le temps qu'on s'y attend. On a les secondaires, évidemment, parce que là, tous nos jeunes qui sont assis dans les écoles primaires, dans nos belles écoles qu'on a créées, tantôt, ils vont être au secondaire. Là, on s'en va dans nos polyvalentes, où on est allé à l'école. On va avoir un choc. Bon, une petite surprise. Changement d'échelle aussi. On a un changement d'échelle. On a un réel défi pour la persévérance scolaire. On va avoir vraiment un réel choc. Donc, le ministère s'y penche présentement. Là, mais, un site de cohérence entre les niveaux, peut-être, dans la vision. Tout à fait. Fait que là,
je pense que ça presse. On a une petite urgence à gérer ici. Après ça, tous les programmes particuliers, les concentrations, les sports-études, tous ces programmes-là, je pense qu'il faut s'y attarder. La formation professionnelle, on a besoin de main-d'œuvre au Québec. Ils ont des besoins d'espace, eux autres aussi, puis ils en ont grandement besoin. Fait qu'il faut s'attarder à ces même chose qu'on a fait là pour le primaire, il faut y penser pour le secondaire. La clientèle adulte, la clientèle EHGA, ils sont là, eux autres aussi. Moi, j'y travaille au quotidien avec cette clientèle-là. Les programmes d'autochtonisation, on y travaille, nous autres. Les centres ressources, la francisation, on a beaucoup cette année, mais ils sont encore sur nos bancs d'école. Donc, ils ont tous des besoins différents. L'innovation scolaire, c'est pas juste pour le primaire. C'est un peu ce qu'on doit retenir. Pour le primaire. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on crée des lab-écoles pour toutes ces clientèles-là. J'ai une question de la fin pour vous, en quelques mots, puis là, on se permet un peu de rêver ou, disons, de retourner vers qu'est-ce qui vous a animé au départ quand vous êtes engagé dans cette démarche-là, dans vos projets respectifs. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre sur le chemin vers des écoles contemporaines au Québec? C'est quoi le beau que vous voyez pour la suite? Catherine? Bien, malgré un contexte économique vraiment difficile ces temps-ci, on a tous écouté le budget, on a des lourdeurs administratives qui sont un cadre administratif réel, évidemment, qui nous empêche parfois de faire les choses autrement, comme on a eu l'occasion de le faire pour le Lab École, mais les centres de services scolaires, là, ils sont remplis de gens compétents. On a des équipes extraordinaires, des architectes, des ingénieurs, des techniciens en bâtiment, des ouvriers, tout corps de métier, des gestionnaires, des équipes écoles extraordinaires. Les gens sont mobilisés. Je pense qu'on sait ce qu'on a à faire. Les équipes du ministère sont là pour nous épauler. On le sent que les gens sont là. Ils sont remplis de bonnes personnes, de bonnes intentions. Parce qu'on on sait là, que tout ce qu'on veut, c'est la réussite éducative de nos élèves. Peu importe la clientèle que j'ai citée tantôt. Parce que Jérôme et moi, là, c'est le petit bout de chemin qu'on peut faire là, pour créer des beaux espaces d'apprentissage, puis c'est notre avenir de demain. Ça, c'est bien plus que des belles écoles. On l'a mentionné tout à l'heure. C'est bien plus que des belles écoles, c'est des milieux de vie pour nos élèves. Donc, Jérôme? Si je peux compléter, pour moi, c'est vrai qu'il faut le voir aussi avec notre regard à nous, ce qu'on peut faire concrètement, mais moi, je dirais, c'est que dans l'ouvrage qu'on a créé à travers et avec tous les intervenants, c'est qu'il y a extrêmement de notions là-dedans qui pourraient facilement se perdre. Tu sais, je me rappelle, on avait trouvé un fascicule de la cour d'école qui était vraiment super, qui avait été fait il y a une trentaine d'années. On se dit, pourquoi ça, personne n'est au courant? Moi, j'aimerais que les publications demeurent un outil d'innovation constant. Mais même pour moi-même, qui inculque ces données-là, je me dis, il faut arrêter aussi de se mettre dans des pantoufles, puis de constamment se challenger à avancer plus loin. Parce que même pour moi, ce serait facile de dire, je m'appuie sur ces données-là, puis je continue. On l'a trouvé, la fameuse recette. Oui. Non. D'un point de vue constructif, on peut faire différent, on peut travailler de manière plus frugale, essayer, surtout dans un contexte budgétaire difficile, arrêter de faire aussi des architectures qui sont génériques, tenter de nouvelles pratiques, continuer à avancer. Moi, c'est ça que je me dis. Faut pas voir le train passer, il faut être dans le train puis dans la première locomotive. Puis moi, c'est ça qui m'anime pour la suite, c'est de dire, ça, c'était une solide base, mais il faut continuer à aller plus loin. Ça a été une occasion pour nous de travailler avec les équipes pédagogiques des centres de services scolaires, les services pédagogiques avec qui on n'est pas naturellement habitué de travailler. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion sur beaucoup, hein? Donc, d'apprendre, normalement, on travaille les espaces architecte entre architectes, mais là, d'apprendre sur comment travaille un enseignant, comment... La mise en commun de ces savoirs-là. Oui, ça a été une opportunité extraordinaire de créer ensemble. C'était vraiment des bonnes têtes, des bonnes personnes qu'en tout cas, moi, j'ai rencontrées dans le processus à travers les différents centres de services scolaires. Puis, il faut vraiment les mettre en valeur, ces personnes-là, parce qu'ils sont vraiment des conseils puissants, je pense, que tout le monde peut bénéficier, là, autant les enseignantes, enseignants que les professionnels dans le domaine. Là. L'un et l'autre, parce que nous, ce qu'on a connu comme pratique pédagogique, c'est ce qu'on a reçu lors de notre apprentissage et ce qu'eux ont connu comme espace.
C'est aussi ce dans quoi ils ont toujours enseigné. Donc, l'un et l'autre, on a dû travailler en étroite collaboration pour pouvoir créer ensemble. Merci d'avoir monté dans le train avec nous dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci. Des lieux d'apprentissage au potentiel multiplié. Chapitre 5. Au fil de ce balado, on a exploré comment les espaces scolaires, qui sont conçus et adaptés par les adultes, mais qui doivent capter les élans naturels des enfants, peuvent jouer un rôle déterminant dans le quotidien de toutes les personnes, petits et grands, qui donnent vie à l'école. Mais au-delà de la conception des espaces, il s'agit de les transformer en outils, des outils vivants, flexibles, qui ne deviennent pas des obstacles, mais des leviers pour mieux répondre aux besoins changeants des élèves comme du personnel et à l'évolution des pratiques pédagogiques. On l'a vu ensemble, l'aménagement des lieux est loin de se limiter à l'aspect esthétique. Il n'est pas question ici de simplement construire ou rénover de belles écoles, mais d'investir dans la réussite éducative et le bien-être des élèves comme du personnel. Parce qu'en fin de compte, les adultes doivent être les premiers à s'approprier ces espaces, à les adapter et à les animer pour que chaque jour, ils deviennent des lieux d'apprentissage incarnés et enrichissants. En intégrant une approche d'accompagnement dans le réaménagement des espaces scolaires, c'est pas seulement les lieux qui évoluent, mais aussi la posture et les interactions qui se transforment, offrant de nouvelles possibilités d'apprentissage et de coopération. On va plonger dans toutes ces questions avec nos 2 derniers invités de ce balado, Jérémy Couture, qui est designer et coordonnateur des travaux et emmené à la publication Aménager les espaces scolaires, et Julie Savard, enseignante au Centre des services scolaires de Charlevoix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jérémy, l'aménagement scolaire. Là, on pense tout de suite au mobilier qu'on trouve dans une classe. Bon, on a encore l'image des pupitres en randonnion, des tableaux. Maintenant, on a des tableaux blancs. Mais pour les personnes qui sont moins familières avec tous les processus là, derrière l'aménagement d'une école, d'une salle de classe ou des nouveaux espaces polyvalents, qu'est-ce qu'on doit retenir d'un travail de recherche comme celui que vous avez fait dans Aménager les espaces scolaires avec le Lab École? Bien, en fait, je te dirais la première chose, c'est vraiment de bien planifier notre projet. Souvent, c'est quelque chose qu'on pense faire assez rapidement. Et aussi de vraiment mobiliser plusieurs ressources qui vont vraiment bonifier le projet et établir, un peu comme tu le mentionnes, un processus pour s'assurer justement de conserver une continuité à travers le projet d'aménagement pour avoir un projet de réussite à la fin. Puis est-ce que c'est une recette qui s'applique à toutes les écoles de la même manière? Oui, ça ne sera pas les processus et la mobilisation, oui, de ces ressources. Effectivement, c'est sûr que le déroulement ne sera pas pareil, mais reste que les étapes du processus sont les mêmes. Ouais. On peut parfois voir un certain scepticisme là, quand on s'embarque dans des grands projets d'aménagement ou de réaménagement, surtout au niveau des infrastructures, notamment l'étape de la planification, qui on sait peut faire le succès ou le malheur finalement d'un projet qui se fait dans le temps long. Ouais. À quel point est-ce qu'il faut prendre le temps pour planifier un projet? En fait, je pense qu'on sous-estime beaucoup le temps d'un projet d'aménagement. Il faut prendre le temps de réaliser le projet, mais il y a une grosse partie d'avant-projet pour se préparer justement à recevoir ces nouveaux aménagements-là, à les vivre, et aussi un temps d'après. Donc, pour vraiment évaluer comment on évolue. Donc, c'est quelque chose qui est changeant. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Puis ça se calcule vraiment dans un projet, par exemple, de construction. Ça va se calculer vraiment en termes d'années plutôt que de quelques mois. Là. Puis qu'en est-il d'un projet, soit de rénovation, ou même sans aller dans les marteaux, puis tout ça, oui, de changer l'aménagement à l'intérieur d'une classe avec le mobilier? Bien, c'est aussi le même processus. C'est sûr qu'au niveau du temps, ça va être beaucoup plus réduit parce qu'on a moins d'interventions à faire, mais ça reste que ça reste que c'est un projet qu'il faut bien planifier. Donc, de planifier avec beaucoup d'acteurs. Tantôt, je parlais de mobilisation. Bien, c'est sûr que les acteurs qui sont concernés dans la classe, mais aussi, il y a plein d'acteurs qui vont graviter autour, que ce soit des professionnels de l'architecture, du design, des gens justement au service éducatif, les enseignants et enseignantes qui sont dans les classes et aussi consulter les élèves. Donc, c'est vraiment comme tout un écosystème qu'il faut consulter et mobiliser. Puis, justement, cette mobilisation-là, comment est-ce qu'on suscite l'engagement concrètement? Bien, en fait, je pense que pour au niveau de l'engagement, il faut vraiment avoir des gens qui vont d'abord croire à cette vision, qui vont adhérer à cette vision-là, premièrement.
Deuxièmement, je pense que pour les engager aussi, il faut qu'ils puissent essayer des choses. Puis je pense que Julie en témoigne beaucoup là, dans son expérience qu'ils ont vécue dans son centre de service scolaire. Le fait de se préparer et de vraiment intégrer ces nouveaux concepts-là, en fait, qui témoignent de l'évolution de l'école, va permettre vraiment un engagement qui est beaucoup plus fort lorsqu'on a pu tester les choses auparavant puis qu'on a vu les résultats concrets. Julie, justement, comme enseignante, est-ce que vous voyez une valeur ajoutée au design comme un outil, justement un levier pour s'approprier de nouveaux espaces puis faire évoluer les pratiques pédagogiques là, au bénéfice des élèves? Ah oui, tout à fait. Nous, dans l'expérience qu'on a vécue, particulièrement, c'était à l'école de la Malbaie. C'est une nouvelle école qui a été construite, mais avec une équipe existante parce qu'en fait, là, l'école au départ avait été détruite et reconstruite. OK. Donc, oui, puis je pense, pour bonifier ce que Jérémy disait, l'implication de l'équipe, c'est tout au long du processus, puis c'est même à la phase de planification. Parce que quand les gens comprennent d'où viennent les décisions, pourquoi ces décisions-là ont été prises, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la recherche dit sur ces sujets-là, bien, c'est toujours plus facile d'y adhérer après, quand on comprend la raison des choses. Nous, de notre côté, tout au long du processus, on a essayé parce qu'entre le moment où l'enseignant part de sa classe, qui peut être aménagée de façon un peu plus conventionnelle, tu parlais de randonnion tout à l'heure, puis la journée où on inaugure la nouvelle école, puis là, toute la classe, il y a différentes assises, différentes surfaces de travail. Mais je pense qu'il faut voir l'accompagnement, puis le chemin pour se rendre là en plusieurs étapes. Il faut que les gens, à leur rythme, puissent se faire à l'idée à quoi ça va ressembler leur nouvel environnement, puis comment bien l'utiliser. Puis, pour bien l'utiliser, il faut parler d'accompagnement. Ah, tout à fait, oui. C'est quoi votre perception? Est-ce que c'est une nécessité? Puis comment est-ce qu'on, même si ce sont de nouveaux espaces, il faut les faire évoluer. Hein? Ils ne vont pas à nouveau être statiques dans le temps, là, ces espaces-là, et l'usage qu'on en fait. Donc, c'est quoi une bonne formule d'accompagnement ou c'est quoi les outils dont on a besoin pour s'approprier ces espaces-là à leur plein potentiel? Bien, je pense qu'au départ, l'accompagnement, oui, il faut le faire avant, mais il faut aussi le faire pendant puis après le changement. Pour s'adapter, il faut être à l'écoute des gens qui vont le vivre. Quand on parle d'accompagnement, je pense qu'il faut être ouvert à recevoir la rétroaction, à l'écouter sincèrement, puis après ça, à chercher des solutions pour que les gens soient plus confortables dans leur milieu. Vivre un changement comme ça d'aménagement physique, ça peut avoir l'air anodin, mais pour certains enseignants, c'est un grand bouleversement. Fait que c'est là que l'accompagnement prend tout son sens. Nous, par exemple, quand les meubles ont été choisis, pour que l'équipe école se familiarise, on a décidé d'acheter des meubles, puis à la pièce, de les faire essayer aux enseignants pour une semaine. Oui, une espèce d'échantillonnage. Comme ça, on s'assurait que tout le monde allait voir au moins une fois de quel meuble on parlait, puis à quoi ça pouvait servir dans une classe avec les élèves. Comme deuxième étape, nous autres, on a dit, bien, on va monter des classes types avec des enseignants volontaires. On va sortir les meubles existants là, d'une classe, puis on va vraiment l'aménager comme ce qu'on voit dans la nouvelle école. Dans l'école. Puis qui est vécu au quotidien aussi. Puis ça nous permettait, on a fait des rencontres fréquentes là, d'accompagnement avec les enseignants qui le vivaient pour aller chercher leur rétroaction, puis qui nous disent c'est quoi les irritants, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Fait que nous, ça nous permettait d'améliorer le projet. Puis de leur côté, bien, au moins d'avoir une personne à qui parler pour nommer leur inconfort, puis que ce soit plus agréable comme expérience pour eux. Puis vous avez senti que cette rétroaction-là a été prise en compte pour la finalité du projet, donc dans la disposition finale des classes, ça a fait une différence? Bien, tout à fait. Puis nous, ça nous a permis comme équipe, nous, on pilotait un peu le projet d'aménagement, donc on a fait des ajustements dans les achats qu'on voulait faire selon la rétroaction qu'on a reçue. Donc, je pense qu'on a bonifié ce qu'on voulait offrir à l'école, comme école à la fin. Puis, ça a permis à l'équipe aussi de se sentir impliquée, de sentir que leur opinion comptait, ce qui était sincère, là, c'était réel. Puis, de cheminer tranquillement pour s'en aller vers ces espaces-là, parce que on peut, je pense,
aménager les meilleurs espaces, les réfléchir de la meilleure façon, partir de la recherche. Mais si l'équipe adhère pas au changement, ben ces espaces-là, ils seront pas bien utilisés. Puis le changement sera pas durable à long terme. Fait que c'est vraiment important de faire un travail justement avec l'équipe en place pour que les changements perdurent. Puis d'ailleurs, pour favoriser cette adhésion-là, évidemment, il y a des gestionnaires qui ont un rôle à jouer. Quel est le rôle, selon vous, d'une direction d'école ou à la limite du personnel du centre de service pour favoriser faciliter ces changements-là puis leur implantation harmonieuse dans un milieu où, évidemment, les enseignantes et les enseignants ont plein d'autres choses à se soucier que de l'aménagement de la classe, mais évidemment, elles veulent avoir leur mot à dire, ils veulent avoir leur mot à dire. Donc, c'est quoi le rôle des directions ou du CSS là-dedans? Ben, moi, je dirais que c'est un rôle qui est crucial parce que c'est un rôle qui doit incarner justement cette vision. Puis, à quelque part, elle doit être contagieuse auprès là, de tout le personnel. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important, surtout dans l'évolution qu'on vit, que le monde vit et que l'école vit. Donc, je pense que, un peu ce que Julie mentionnait, il y a des principes qu'il va falloir que la recherche nous dit et qu'on doit mettre en place. Donc, les dirigeants, les directions doivent justement incarner ce changement-là et essayer de mobiliser les gens pour qu'ils puissent le déployer dans leur milieu. Là. Moi, j'ajouterais que la direction a vraiment un rôle de leader à jouer dans le sens où on doit avoir des orientations claires quand on travaille sur un projet comme ça. Autant la direction générale, nous, notre mandat, c'était clair au départ, on prépare l'école des 50 prochaines années. Ça donnait une vision pour tout le monde. Fait que si on voulait regarder en arrière, c'était pas vers là où on s'en allait, puis la direction était claire. On parlait tantôt de profiter des différentes expertises, autant au niveau des services éducatifs, des ressources matérielles. Au service éducatif, il y a un service d'ergothérapie aussi. Donc, aller chercher les différentes expertises, mais que les directions de ces services-là se soient d'abord parlées pour qu'on travaille tous dans la même direction, puis mettre des éléments comme incontournables ou des limites qu'on ne voudra pas franchir. Ça rend les discussions après ça avec l'équipe beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, puis ça met fin aussi des fois à certains débats qui n'ont pas lieu d'être parce que ça ne va pas vers la vision où on veut aller. Première chose, au niveau des directions d'école, quand on gère des projets comme ça, je pense que c'est aussi de prévoir les moments d'accompagnement, de les organiser de façon formelle, libérer du personnel pour qu'on ait le temps de se parler. Tu sais, entre deux cloches, là, dans un corridor, comment ça va ta classe, c'est pas nécessairement là où on va avoir les vraies réponses. Fait que, puis d'allouer les ressources aussi. Pour faire un bon accompagnement, ça prend du temps. Des fois, ça va être des ressources financières parce que si un enseignant n'a pas aimé telle surface de travail, peut-être qu'on va avoir les moyens d'en acheter une autre pour faire un deuxième essai. Puis, ça va être aussi les ressources humaines pour qu'on ait l'expertise pour accompagner les gens. Donc, ce n'est pas une participation d'accompagnement de surface finalement, mais donc qu'on prenne le temps. Oui. Exact. On a parlé des adultes qui conçoivent et qui aménagent ces espaces-là puis qui les approprient au quotidien. Bon, évidemment, on doit parler des élèves. C'est eux qui doivent en profiter de ces espaces-là. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer l'engagement des élèves dans des projets de réaménagement? Quelle est la différence que ces projets-là font dans l'engagement des élèves au quotidien à l'école? Moi, je pense que ça change complètement la donne. Les élèves, en fait, ils ont plusieurs besoins qui, peut-être dans les anciennes façons de faire, n'étaient pas nécessairement comblés. Donc, il y avait souvent une portion des élèves qui ne s'y retrouvaient pas. Je pense que là, l'idée est beaucoup basée au niveau d'inclusion et de la diversité. Donc, on crée des aménagements qui amènent la diversité où on peut ouvrir à plusieurs possibilités. Donc, pour l'enseignant et aussi pour l'élève. Donc, l'enseignement est plus centré sur lui-même. Donc, il peut, avoir un enseignement peut-être plus traditionnel avec un frontal qu'on appelle. Sinon, d'avoir vraiment un enseignement par les pairs ou même pour lui d'avoir un espèce d'auto-enseignement. Donc, d'utiliser l'aménagement et le mobilier pour cibler un peu le type d'apprentissage qu'il souhaite faire. Donc, je pense qu'on gagne vraiment beaucoup à avoir, pour l'élève, d'avoir vraiment ces nouveaux aménagements-là parce que
ça laisse libre un peu à son autonomie dans son apprentissage. On n'a pas un seul modèle, mais plusieurs recettes gagnantes. Exact. J'ai le goût de vous poser la question pour conclure à tous les deux. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait encore changer malgré les 8 dernières années de progrès avec le Lab École, puis toute la collaboration justement qui s'est faite autour de ces questions-là d'aménagement d'espace scolaire. Mais c'est quoi les changements que vous souhaiteriez encore voir dans la façon dont on conçoit et utilise ces espaces-là au Québec là, pour l'avenir? Je pense qu'il y a plein de choses, à dire là-dessus, mais, l'embarras du choix. Mais je crois que, je pense que Julie en mentionnait beaucoup, le point de l'accompagnement, je pense, qui est crucial parce que je pense qu'il ne faut pas juste qu'on achète du mobilier puis qu'on essaie on se dit que c'est ça la solution. Je pense qu'il faut acheter du mobilier, mais de concert avec toute une équipe et aussi d'adhérer à une vision qui est commune. Je pense que ça, c'est vraiment des éléments clés dans notre projet. On parlait de bien planifier. Je pense qu'il faut s'approprier ces processus-là. On est vraiment, à mon avis, dans un départ. Il y a plein de choses, plein de belles choses qui se font un peu partout dans le monde et beaucoup au Québec. C'est juste de rallier un peu toutes ces façons de faire-là pour, peut-être les concentrer pour arriver à mener des projets qui vont être, je pense, dans l'évolution de mieux en mieux. Je sais pas, Julie. Bien, en fait, comment concevoir des bons espaces puis comment bien les utiliser, je pense que c'est des concevoir en fonction des besoins de l'élève. Première chose. C'est facile, puis c'est pas des mauvaises intentions, mais des fois de penser l'espace en fonction de nos besoins d'adultes. C'est bête de dire ça. Hein? Mais oui, ça, c'est une première chose. Puis bien les utiliser, je pense que c'est oser se lancer dans l'inconnu. Puis ça aussi, ça a l'air facile à dire, mais c'est quand même pas facile quand on est confortable dans nos méthodes depuis plusieurs années. Donc, oser l'essayer. Nommer nos inconforts aux bonnes personnes au bon moment aussi. Quand il y a des moments d'accompagnement, justement, bien, c'est là où on peut faire avancer les choses. Puis je pense que c'est de voir aussi le mobilier comme un outil de plus, comme intervenant scolaire, qu'on peut mettre au service de la pédagogie, puis qu'on peut mettre au service des élèves pour mieux répondre à leurs besoins. Parce que selon l'aménagement physique, ça nous permet vraiment de faciliter la mise en place des bonnes approches pédagogiques puis d'être innovant aussi. Et vous avez le vrai mot de la fin, puisque c'est le dernier épisode de ce balado. Qu'est-ce qui vous motive pour la suite, en quelques mots? Bien, moi, je vois des belles choses. Je pense qu'on voit de plus en plus de beaux projets, puis on voit justement que ça a été réfléchi. Fait que je pense que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un impact. Moi, je vois vraiment que ça peut créer vraiment un impact pour le futur. C'est qu'on prépare nos jeunes pour éventuellement le marché du travail. Je pense que le fait d'avoir des espaces, des environnements qui sont propices à ça, cet apprentissage-là, je trouve que c'est motivant de voir ça. Puis j'espère sincèrement que ça va se poursuivre. Puis en fait, je suis quand même confiant que ça va se poursuivre dans cette veine-là. Et de la bouche d'une enseignante? Bien, en fait, je pense qu'on fait les choses parce qu'on y croit. Premièrement, on pense que ça peut faire une différence réelle pour certains élèves. L'autre chose, puis ça, c'est une conviction qui est plus personnelle, c'est que la société évolue tellement vite. Des fois, nous-mêmes, comme adultes, on peut se trouver un peu dépassés, mais je pense que comme système d'éducation, on a la responsabilité, puis si ce n'est pas le devoir, d'évoluer nous autres aussi, puis d'être en mouvement, puis de se mettre en action pour vraiment former, outre le français puis les mathématiques, bien, former les jeunes qui vont être les adultes de demain, puis qui vont être capables de porter cette société-là, puis de l'amener encore plus loin. Fait que je pense qu'on a le devoir de se mettre en mouvement puis d'amener du changement. On a tous nos devoirs à faire. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Très inspirant. Merci. Merci. Voir l'école à hauteur d'enfant, c'est une posture que le Lab École s'est efforcé d'adopter dans chacun de ses projets et chacune de ses publications. On vous encourage à les consulter. Ce sont des questions qui vous interpellent au lab-école.com. Le Lab École, c'est le fruit de 8 ans de recherche et d'échange avec tous les acteurs reliés de près ou de loin à l'environnement scolaire au Québec, incluant les élèves eux-mêmes. C'est aussi 9 publications qui nous permettent d'identifier les incontournables et les conditions de réussite de l'innovation scolaire dans la rénovation et la construction d'écoles. Ce sont évidemment 6 écoles laboratoires conçues comme jamais auparavant au Québec. Chaque école, chaque centre de service scolaire, chaque commission scolaire a déjà trouvé des manières de faire les choses différemment
pour mieux s'adapter aux besoins de leurs élèves. Le Lab École, lui, a voulu penser la conception et la construction d'écoles différemment, au bénéfice de tous les enfants. Pourquoi? Parce que nos écoles doivent être le reflet de notre époque. Et pour ça, on doit être agile, on doit soutenir l'innovation. Et ce n'est pas un travail qui doit se faire par vague quand on veut rattraper du retard. C'est un travail qui doit se faire en continu si on veut que nos écoles préparent adéquatement nos élèves à répondre aux défis de société qui seront les leurs.